Donc, ça, c'est la deuxième partie. Je veux dire même la seconde partie, parce que je vais m'arrêter là. Ce n'est pas la ligne éditoriale de mon contenu, mais c'était pour moi quand même important que je fasse ces enseignements. Alors, ce ne sont pas des enseignements qui vont rester. Donc, bien évidemment, qu'après après que vous ayez écouté sur YouTube, ce sera pour les membres uniquement. Elles pourront écouter, voilà. Les nouvelles, tant pis. Celles qui apparaîtront peut-être, qui seront abonnées dans 2 ans, ou allez, même pas dans 2 ans. Dans 2 mois ou dans 3 mois, voilà. Elles n'auront plus accès à ce podcast. Aujourd'hui, on va passer en revue quelque chose d'assez long, que j'ai fragmenté. Notamment, on va parler d'abord des fameux gourous de féminité, les coachs en féminité. Ensuite, on passera en revue certains biais cognitifs que certaines femmes, qui font en fait le moindre effort. Comment les biais cognitifs qui font en sorte que vous ne parveniez pas en fait à mettre les actions concrètes pour devenir autonome financièrement, parce que vous êtes persuadé que vous allez trouver un homme pourvoyeur. Et ça, c'est suite à ce que vous écoutez en ligne et notamment les contenus que vous suivez. Donc voilà, j'ai mis un peu tout ça, j'ai regroupé, et je pense que dans une autre partie, dans mon script, j'ai expliqué aussi l'homogamie, parce que ça, c'est important. On va faire aussi un lien un peu avec la sociologie. J'avais promis à la communauté privée que je ferais des enseignements sur ça, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc ça aussi, pour moi, c'est important de l'aborder dans tout ce package d'enseignements, parce que je me rends compte que, en fait, les gens viennent sur Internet, ils disent tout et n'importe quoi. Et les personnes qui écoutent derrière l'écran, ils pensent que voilà, en fait, c'est si facile que ça de trouver un homme qui est ultra pourvoyeur, qui va payer tout, en sachant, regardez, le prix d'aujourd'hui, comment la vie est devenue chère. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui gagnent 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, voire plus. Même 5 000, je pense que c'est encore accessible. En tout cas, pour certains postes, oui, c'est tout à fait accessible. Mais je parle par exemple d'un homme qui gagnerait 10 000 euros le mois. Voilà. Parce que même 5 000, j'ai même pas envie de mettre, parce que ça, c'est vraiment accessible, 5 000. Donc ça, même que vous soyez peut-être même une micro-entrepreneur ou quoi, 5 000, c'est vraiment faisable. Mais combien sont avec des hommes qui gagnent 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros le mois? Il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que sur les réseaux sociaux, on vous fait croire que c'est tout à fait facile d'avoir un homme à 10 000 euros. Et donc là, pour moi, c'est important que je fasse un lien avec la sociologie. On va parler un peu d'homogamie sociale, parce que les gens de ce niveau-là ne mélangent pas avec n'importe qui. Alors oui, il y a des exceptions dans tout, évidemment. Ça aussi, c'est un point que je vais aborder. Mais c'est important que je fasse vraiment l'enseignement d'une manière très densifiée. Donc, il faudra me suivre. Et ça, c'est une manière d'expliquer un peu mon enseignement, que le premier podcast était assez cash. Je suis allée droit au but. Je vous parlais vraiment je parlais vraiment comme ça, sans script ou quoi, sans penser. Mais vraiment pour que vous compreniez que là, je suis vraiment fâchée. Parce que beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, on va perdre, surtout les femmes afrodescendantes. Beaucoup, on va commencer à les perdre. Parce que avec l'essor des réseaux sociaux, tout ce qu'on voit en ligne, beaucoup de femmes ne veulent plus en fait se mouiller le maillot, elles ne veulent plus aller travailler, elles veulent toute la soft life. Et il y en a beaucoup qu'on va perdre comme ça. Sachez que Ashley, c'est une parmi tant d'autres qui vont suivre, parce que c'est pas la première. Il y en a plein aussi déjà qui sont décédés à cause de ça. Donc il y en a encore qui vont suivre. Donc voilà, je vais utiliser ma petite notoriété, ma voix justement pour interpeller les femmes qui me suivent ici, notamment les jeunes femmes qui pourraient être prises dans cet engrenage de la soft life, d'accord? On va commencer d'abord par les gourous de féminité, que pour la plupart, moi je ne suis pas trop ça, notamment les coachs en féminité qui vont vous donner des stratégies pour avoir des hommes pourvoyeurs alors qu'elles-mêmes ne sont pas mariées. Donc déjà ça, moi je peux pas écouter quelqu'un de comme ça, Voilà, ça n'a pas de sens. Une divorcée, oui, je peux écouter une divorcée. Une veuve aussi, je peux écouter. Mais une qui n'a jamais été mariée, jamais. Et même actuellement, qui n'est pas mariée, j'écoute pas. Voilà, je n'écoute pas. Non, j'écoute pas. Alors, il y a un danger notamment par rapport à ces coachs de féminité qui vont vous promettre, notamment aux jeunes femmes, notamment les femmes afrodescendantes, parce que vous êtes très manipulables, que vous pouvez facilement épouser un homme riche, un homme très pourvoyeur. Et il y a un grand danger. Pourquoi ? Parce que elles vont simplifier les choses. Elles simplifient les choses d'une manière extrême par rapport à la réalité sociale. Et je vous ai dit, c'est pour ça que moi je ne peux plus les femmes qui simplifient tout comme ça là. Non, je ne peux plus. Elles simplifient les choses, alors que quand on regarde les faits, actuellement, même beaucoup d'hommes ne veulent même plus se marier. Même des hommes pourvoyeurs, ils réfléchissent. Parce qu'ils ont compris le game. En plus, quand on vient sur la place publique, on dit les secrets. Oh non, j'arrive avec des hommes riches, ah, donc vous êtes aussi stratège. Ah ben nous aussi maintenant. Donc les hommes aussi maintenant vont se mettre avec des femmes, oui, qui se sont mouillées le maillot. Voilà pourquoi je vous ferai... Donc il y a une partie qui va suivre dans mon enseignement sur l'homogamie sociale.
Les hommes aussi d'un certain niveau maintenant ne veulent plus prendre n'importe qui. Et ça, ça va vous permettre de redescendre sur terre, d'accord? Voilà. Bon, il y en a qui m'aimeront après mes podcasts et d'autres pas. Je vous ai dit, j'en ai rien à carrer. Voilà, ça coule sur moi. Et donc, ces fameuses coachs, qu'est-ce qu'elles vont faire? D'après ce que j'ai observé sur les réseaux sociaux, de par leur contenu, moi, c'est plus sur YouTube que je suis, mais on m'a dit que ça pullule là-bas sur TikTok. Ben, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont simplifier les choses. Et c'est pour ça que j'ai dit je ne peux plus ce type de femme. Elles vont transformer des dynamiques complexes, notamment le statut social, le réseau, le capital culturel, la compatibilité, la personnalité, le timing, en une recette magique. Elles vont vous dire deviens féminine, sois élégante, sois mystérieux, et un homme riche viendra. Et cette vision, donc, ça va créer une illusion dangereuse, notamment pour les jeunes femmes qui suivent ce type de contenu, parce que ça va leur faire croire que la richesse masculine, elle est accessible par une simple transformation esthétique ou bien comportementale, alors que les milieux fonctionnent souvent par homogamie sociale. Les gens se mettent en couple avec des personnes de leur environnement social. Ensuite, il faut que je mette en exergue que ces discours vont encourager une mentalité de dépendance. Ce que j'ai dit dans mon premier podcast où je vous parle avec un ton, vous le sentez que je suis pas du tout contente. Les femmes qui écoutent ce type de contenu, après, ça crée de la dépendance. Je reviens sur un fait divers que vous aviez sûrement entendu, c'était en 2024, je me souviens à l'époque quand ça s'est passé, j'étais enceinte de mon fils, avec Isis, vous vous souvenez de cette jeune femme? Elle avait un contenu de féminité en disant aux femmes, voilà, moi je me suis mariée avec un homme pourvoyeur et je vais vous donner les stratégies pour avoir un homme pourvoyeur. Moi je me souviens, j'étais abonnée à sa chaîne, bon j'écoutais pas tout, Moi il y avait des contenus que j'aimais bien, de la féminité, elle montrait comment être très féminine dans l'apparence et tout, donc c'était plutôt ça, mais ces conseils de couple je les trouvais pas pertinents, parce que voilà, j'avais plus d'expérience qu'elle, je connaissais pas mal de choses, donc bref, donc j'écoutais pas trop. Mais je me souviens que moi, à l'époque, comme moi j'étais abonnée à sa chaîne, elle était qu'à 6000 abonnés. Écoutez, 6000 quelque chose. Donc elle n'était même pas à 10 000 abonnés. Donc elle faisait ses petites vues, elle avait des 300 vues, 400 vues. Pourtant, moi, j'avais une chaîne de plus de 100 000 abonnés de l'autre côté. Mais je l'écoutais, parce que j'aimais bien, elle était douce, elle parlait bien et tout. Dès qu'elle a eu son scandale, elle est passée de 6 000 à 40 000. À 100. Donc en l'espace de 2-3 jours, boum, sa chaîne a explosé. Parce qu'elle était venue sur YouTube en disant que pendant toutes ces années qu'elle nous faisait du contenu sur son homme pourvoyeur, que cet homme la violentait. On est arrivé à un point où il avait même, comment je peux dire ça d'une manière codifiée, il faisait des attouchements aux enfants. On est arrivé à ce niveau-là, donc voilà. Et quand les gens ils ont entendu ça, ils sont tombés des nues. Ils ont dit mais attends, mais toi, tu nous faisais du contenu sur un homme pourvoyeur, tu nous expliquais la féminité, qu'il faut être douce, et que grâce au conseil de Shera Seven, tu as pu trouver un homme pourvoyeur, et maintenant tu viens nous dire qu'il nous vivent. Et donc les femmes lui ont ramassé en commentaire. Vous voyez le danger? J'ai donné le cas concret Isis. D'ailleurs, elle a enlevé toutes ses vidéos, parce que les gens ne l'ont pas loupé. Voilà ce qui ressort des femmes qui veulent vous vendre du rêve. Alors il y a des coachs de féminité qui sont encore plus stratèges, elles ne vous montrent pas leur vie. Alors elles sont encore plus stratèges. Elles ne vont pas vous montrer leur vie, elles vont vous vendre ce type de rêve, elles vont vous faire croire que c'est possible, alors que non. Et le danger de ça, c'est que vous allez devenir dépendante. Donc au lieu de poursuivre vos rêves, d'avoir une autonomie financière, votre carrière, et imaginons que vous n'êtes même pas carriériste, Voilà, imaginons que vous voulez pas gravir les échelons sur le plan professionnel, mais que vous avez même des compétences que vous avez pu acquérir par rapport à vos études, par exemple. Parce que les études, ça doit vous amener à certaines compétences. Donc même ça, vous n'avez pas. Et donc, comme ce sont des femmes qui n'ont pas développé ce type d'autonomie financière, professionnelle ou voire compétences, elles seront donc incitées à miser sur une stratégie matrimoniale qui sera incertaine. Je vous ai dit, le monde dans lequel on est, c'est incertain. Même les relations amoureuses sont incertaines. Et donc, le risque est encore plus grand. Parce que si cette promesse ne se réalise pas, elle se retrouve avec du temps perdu, une frustration profonde et parfois une insécurité économique accrue. Parce que plus vous allez prendre de l'âge, plus ils vont le dire que il faut que vos compétences et votre aisance financière augmentent. Ça doit être une exponentielle, votre vie. Mais si vous n'avez rien fait durant votre jeunesse, vous savez ce qui va se passer à 45 ans, 50 ans, où vous êtes dans une courbe un peu descendante, sur le plan de la beauté, voilà. Votre beauté va un peu
diminuer. Vous serez plus comme à 20 ans, à 25 ans. C'est comme ça que les hommes vont jouer avec vous. Ils vont vous laisser comme une loque, comme de rien n'était. Il va aller prendre une plus jeune. Et quand il te regarde, il dit, pour toi, de toute façon, tu n'as jamais rien fait. Toi, de toute façon, voilà. Donc, en fait, il y gagne rien à rester avec vous. C'est comme ça qu'il part. Il vous laisse et vous vous sentez démunis. Vous n'avez rien sur quoi rebondir. Vous vous dites, je me suis donné 30 ans dans ce mariage, j'ai tout donné, j'ai oublié mes rêves, j'ai oublié mes diplômes, j'ai oublié mon travail pour cet homme qui, au final, va me tromper, aller prendre une plus jeune, faire des enfants dehors ou me violenter, me faire vivre mille et une choses parce que je n'ai rien. Donc, également, frustration profonde, donc vous vous sentez frustré, vous sentez qu'on vous a dupé. Il y en a qui vont même dire oui, on m'a piégé, alors que c'est vous-même qui vous êtes mis dans ce type de situation. Ou d'autres diront oui, c'est au village qu'on m'a bloqué, alors que non, le village n'a rien à voir avec vos problèmes. Donc vous voyez qu'on est face à une insécurité économique, parce que par extension, vous serez en insécurité financière. Et le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'on va remplacer une construction personnelle solide, au lieu de miser sur nous, d'investir en nous, on va mettre ça de côté pour parier sur un homme, pour parier sur une relation amoureuse qui est notamment même fragile, parce que c'est fragile, les relations amoureuses de nos jours sont très fragilisées, et en attendant cet homme, ce fameux homme qui viendra nous sauver comme Boaz. Et je voulais aussi parler du danger psychologique, souvent qu'on ne met pas en exergue, notamment lorsque vous écoutez vos fameuses coachs là en féminité qui vous disent qu'il faut pas aller à l'école, voilà. Ces gourous, je les appelle comme ça, il y a les gourous spirituels chrétienté où il y a des combats partout et il faut chasser les membres de vos familles qui sont pas chrétiens comme vous, et il y a aussi les gourous dans la sphère féminité. Et ces gourous, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent des attentes irréalistes, notamment cette Isis, voilà. Voyage luxueux, mariage rapide, vie entretenue, homme high value, tout ça c'est omniprésent sur leur page Instagram, TikTok, YouTube. Lorsque la réalité maintenant ne correspondra plus, certaines femmes vont penser que le problème vient d'elles. Elles diront, non, en fait, si je vis un peu des choses bizarres, c'est parce que je suis pas assez féminine, je suis pas assez douce, je suis pas assez élégante. Et ça va commencer à alimenter leur insécurité, la comparaison constante et une forme d'autodévalorisation. En dehors de tout ce qui est psychologique que j'ai voulu expliquer, de par justement le témoignage de cette Isis, il fallait aussi que je parle d'un autre risque, qui est le fait qu'on ne connaisse pas les dynamiques réelles des hommes fortunés. Est-ce qu'il y a des femmes qui expliquent vraiment les dynamiques, comment les hommes fortunés se comportent? Parce que je pense que si on expliquait ça à beaucoup de femmes, elles vont redescendre sur terre. Elles vont dire, je préfère même un homme qui gagne 1500, 1600, 2000 euros, avec qui je vais faire ma petite vie, j'aurai la paix, que d'aller chercher un homme fortuné. Si on vous expliquait vraiment comment les hommes riches, certains hommes riches se comportent, j'assure que vous allez même préférer être avec votre petit gars là qui s'en sort dans la vie, je dis, en tout cas si vous êtes une femme saine, voilà, si vous aimez les couples anxiogènes où on vous trompe tout le temps, on vous frappe, alors oui, vous allez quand même vouloir vivre et vendre du rêve aux gens. Vous allez dire, oh moi j'ai l'argent, je pleure sur l'argent. Vous allez préférer ça. Mais si vous aimez une femme, vous êtes une femme, vous aimez une vie confortable mais dans la paix, mais vous allez prendre votre homme qui se travaille, il est bosseur. Vous n'êtes pas millionnaire, vous n'êtes pas milliardaire, vous ne vivez pas non plus dans un manoir, mais vous êtes bien. D'accord? Voilà. Et ça, ce serait bien, ce serait pertinent. Moi, j'aimerais bien de voir un peu plus ces coachs, les gourous féminité, viennent vous expliquer comment vraiment les hommes fortunés, étant donné qu'elles sont capables de vous donner des stratégies pour avoir des hommes fortunés, elles sont normalement capables aussi de vous dire comment les hommes fortunés se comportent. Parce que normalement, elles sont censées avoir été mariées à ce type d'homme, d'avoir été avec ce type d'homme. Mais non, tout ça, c'est juste théorie, c'est parler pour parler. Les femmes parlent beaucoup. Les hommes très aisés recherchent souvent des partenaires issus de milieux similaires, homogamie sociale, rencontrés via des réseaux professionnels, familiaux, ou voire même éducatifs. Ils vont privilégier fréquemment la discrétion, ce qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de vos coachs là, vraiment, la discrétion, la compatibilité intellectuelle, je dis ça, compatibilité intellectuelle. Est-ce que vous avez suivi le podcast sur la compatibilité cognitive? C'est la même chose. Le niveau similaire. Donc, je donne un exemple. Un homme, un grand avocat, il veut auprès d'elle aussi une femme qui en a dans la tête. Un médecin, il veut une femme qui en a dans la tête. Un grand chef d'entreprise, il veut une femme qui en a vraiment dans la tête. La compatibilité intellectuelle. Et comme je l'ai déjà dit, beaucoup, vous n'avez pas le niveau. Fâchez-vous comme vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Beaucoup, vous n'êtes pas compatibles intellectuellement. Vous êtes des
tonneaux vides. Des hommes d'un certain niveau ne peuvent pas vous prendre. Tonneaux vides. Ensuite, il faut également la confiance. Est-ce qu'il peut vous faire confiance sur le plan financier? Est-ce que vous n'allez pas prendre sa carte, aller dilapider ça pour aller acheter des sacs Chanel, faire des voyages pour montrer aux gens? Est-ce que vous serez capable de gérer l'argent? Gagner, pas toujours vouloir acheter les dernières marques, les derniers téléphones, vous tremblez devant l'argent. Et il ne veut pas aussi une femme juste féminine sur le plan stéréotypé, juste dans l'apparence. Et remarquez bien, certains hommes fortunés, vous regardez leur femme, physiquement, c'est pas forcément la plus waouh. Mais il a vu en elle quelque chose de grand. Et ce que je remarque dans ces coachs de féminité, ces fameuses gourous, elles vendent une image caricaturale de ces hommes. Comme si ces hommes cherchaient uniquement une femme féminine et douce, et ce qui est réducteur, et voire même trompeur. Et ce que je pourrais encore mettre en exergue, c'est que ces discours peuvent encourager une vision instrumentale des relations. Le couple devient une stratégie d'ascension, une stratégie d'ascension sociale, alors qu'en amont, on n'aime pas cet homme. Et ça, c'est très dangereux. Il y a des femmes qui vont vous dire « mariez-vous », mais n'aimez pas cet homme. Je vous ai dit, le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Quand vous entrez dans un mariage, c'est pour que chacun des deux y gagne. C'est pas que moi je gagne, l'autre perd. Chacun doit y gagner quelque chose dans ce mariage. Mais, disons-le, vous devez quand même aimer cet homme. Mais il y a des femmes qui vont rentrer dans un mariage, se mettre avec un homme riche, alors qu'au fond d'elles, elles n'aiment pas du tout cet homme. Et ça, c'est très dangereux. Elles vont se dire, je suis là juste pour l'argent. Et ça, vous l'entendez, Allez, mariez-vous. Pensez juste à l'argent. Vous n'avez pas besoin d'aimer cet homme. Même pas, ne vous cassez même pas la tête. Allez seulement prendre l'argent. C'est les conseils qu'on retrouve même sur les lives TikTok. Les lives de 2 heures, de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures. Des femmes qui recherchent la soft life. Et cela va attirer donc des dynamiques malsaines parce que vous êtes dans des relations où vous n'êtes pas censé être là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de complicité. Vous êtes là juste pour l'argent. Relations déséquilibrées, dépendance financière, tolérance à des comportements toxiques et condamnables par la loi. Et vous allez rester là-dedans. Pourquoi? Parce que elles ont peur de perdre l'opportunité. Une relation qui est fondée uniquement sur la sécurité matérielle, elle est très fragile. Et une relation également qui est fondée uniquement sur la stratégie de ce que moi je gagne uniquement, sans qu'on attend aussi d'apporter pour que l'autre y gagne, c'est très dangereux. Et il y a des femmes qui vont dans des mariages, elles ne vont pas là pour aussi donner quelque chose, contribuer dans quelque chose. Elles ne sont là juste pour prendre. Vous êtes des opportunistes. Et vous êtes des femmes fainéantes. Donc, ce sont aussi des relations où il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas non plus de respect. On s'injurie tout le temps. L'homme vous frappe. Un homme qui vous frappe, qui vous injurie, il ne vous respecte pas. Mais on va rester. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Au moins, je suis dans l'argent. Au moins, j'ai l'argent. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? En résumé, le danger n'est pas de vouloir rencontrer un homme ambitieux ou stable financièrement. Le danger, c'est de faire croire que c'est facile, garanti, accessible par une méthode, tout en décourageant l'autonomie personnelle. On va pas vous dire d'aller à l'école, on va vous dire arrêtez, vous faites trop d'études, arrêtez, ça vous met en danger. Ces gourous vendent une promesse séduisante alors qu'elles-mêmes ne sont pas mariées, comme je l'ai dit, mais souvent déconnectées de la réalité sociale. Et ça peut coûter très cher aux femmes, notamment par rapport à votre temps. Le temps, c'est un capital. Le temps perdu, on ne sait pas le retrouver. Le temps que vous passerez à écouter mon enseignement, c'est pas un temps que vous pouvez récupérer. Ce sera un temps qui sera mis à bonne contribution parce que ça, au moins, vous aurez un raisonnement bien structuré qui vous encouragera à ne pas faire certains choix. Donc, c'est un temps que vous allez gagner quand même dans votre vie. 1 heure ou 2 heures de podcast, mais qui vont vous permettre, si vous êtes une jeune femme de 21 ans, de 20 ans qui m'écoute, ou voire même de 24 ans, vous savez que, Lady Chigla m'a parlé pendant plus d'1 heure sur un sujet, je dois faire attention à ma vie. Donc, c'est pas quand même du temps gâché. Mais en dehors de ça, après avoir suivi mon podcast, à la fin, ce n'est pas un temps que vous pouvez récupérer. Il en va de même dans vos relations, dans vos choix. Quand vous vous mettez avec un homme juste parce que il y a de l'argent alors que c'est complètement anxiogène, c'est du temps perdu, c'est un capital. Également, votre estime personnelle sera impactée. Vous savez, le traumatisme qu'elle a eu Isis, l'autre Ashley ici, comme je l'ai dit, Ashley, l'influenceuse, elle a carrément perdu la vie. On ne la reverra plus jamais. Isis même, elle est sortie vivante de tout ça. Elle est encore en vie, elle sait rebondir. Ashley, c'est fini. On parlera d'elle au passé, jadis, à l'imparfait, au passé simple, voilà. On parlera d'elle au passé.
On pourra se remémorer d'elle en allant sur sa page Instagram. Rip in peace, voilà, repose en paix, voilà. On parle d'elle au passé. Donc, votre vie aussi pourra être impactée. Quand vous êtes dans une relation, juste parce que l'homme, vous voulez avoir la soft life, juste parce que vous voulez avoir un homme qui a beaucoup d'argent, et voire même votre indépendance, votre autonomie. Et ce qui est encore drôle, quand j'écoute ces fameuses coachs de féminité, les gourous en féminité, elles pensent que être l'exception, ce n'est pas un hasard. C'est le produit de biais cognitifs puissants. Également d'un environnement, notamment des réseaux sociaux, des discours, du marketing, qui va également les amplifier. Et je vais mettre en revue notamment, ici je vous ai dit dans le podcast, je dois mettre aussi en exergue les fameux biais psychologiques utilisés qui seront mis en fait dans ce jeu. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes pensent qu'elles sont l'exception quand elles écoutent ces fameuses gourous, et c'est un peu le piège dans lequel Izzy s'est tombée, en pensant que oui, en fait, elle pouvait avoir aussi cet homme pourvoyeur qui allait tout payer, mais au final, regardez tout ce qu'il lui a pas fait vivre. En écoutant des Shera Seven, je donne Shera Seven parce que beaucoup la connaissent, je dis pas que tout ce qu'elle dit, c'est mauvais. Bon, au moins, elle, il n'y a pas à dire, Shera Seven, elle a été mariée. Récemment, elle vient de perdre son époux. Donc voilà, maintenant, elle est veuve. Il y a très récemment aussi, il y a même pas un mois ici, elle vient de perdre son mari, il vient de décéder, mais Shera Seven, au moins, était mariée. Shera Seven était au moins mariée. Mais d'autres ici vont se permettre de vous donner des conseils. Elles ne sont même pas mariées. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est encore une autre catégorie que moi, je ne peux même pas écouter. Donc, ces femmes qui écoutent ce type de vidéos, elles vont dire, bah voilà, moi, je suis l'exception, Bah voilà. Les gourous, les coachs nous ont dit que oui, on peut avoir des hommes pourvoyeurs. Donc, je suis l'exception. Et ça, j'ai envie de vous dire qu'on joue avec votre esprit. Et ça, je vais le mettre en lumière. Par les biais cognitifs. Celles qui sont dans la communauté privée, je pense que vous avez le biais cognitif, Voilà, il y en a une centaine. Mais voilà, après, si vous avez bien parcouru le fichier, vous comprenez comment on peut jouer en fait avec l'esprit des humains en utilisant les biais cognitifs. Et je vais les mettre en avant. Là, aujourd'hui, je vais les mettre en avant, ce qu'on utilise sur le plan psychologique pour vous faire croire que vous êtes l'exception et que vous allez trouver un homme pourvoyeur. Il y a les discours aussi, quand quelqu'un a la tchatch, comme moi, j'ai la tchatch, je suis quelqu'un, je sais assez bien parler et bien convaincre. C'est une des compétences d'ailleurs d'une future avocate, donc ça c'est normal. Comme elles vous vendent du rêve, elles savent bien parler, ça touche vos émotions. C'est comme ça qu'on parvient à vous capter. Et le marketing. Voilà. Si en plus, en dehors de ce discours, elles vous montrent la vie de rêve, bon, il y en a qui ne le montrent pas, elles sont plus stratèges, voilà. Donc voilà pourquoi il faut faire des investigations. Vous allez découvrir des choses, vous allez vous arracher les cheveux. Mais d'autres ne vont pas faire du marketing, elles vont être plus discrètes, mais quand vous allez connaître leur vie, vous allez dire en fait elle dit ça, mais en fait dans la réalité c'est pas vraiment ça. Enfin bref. Et il y en a d'autres, pour que ce soit encore plus crédible, elles vont jouer fort, elles vont vous faire comme des Ashley, en vous montrant des stories, des photos, de voyages de couple au Gaulle, une femme afrodescendante avec un homme noir, waouh, le couple mixte, etc. Vous faire vendre, ou bien même des fois c'est juste des hommes aussi peut-être afrodescendants comme elle, donc elles vont vous vendre du rêve, et comme ça vous allez vraiment y croire, et vous allez avoir également la preuve irréfutable par image que, franchement, c'est la soft life, et c'est comme ça que je suis l'exception. Donc moi aussi je peux avoir ce type de couple, moi aussi je peux avoir un homme qui m'achète des sacs Chanel toutes les semaines, moi aussi je peux avoir un homme qui m'emmène au resto pour un menu de 1 000 €, moi aussi je peux avoir ça, parce que je suis l'exception, et je peux, voilà. Alors, le premier biais qu'elles vont utiliser, c'est le biais d'optimisme irréaliste. Donc, c'est la tendance à croire que les choses positives arrivent plus facilement à soi qu'aux autres. Exemple, oui, c'est rare, mais moi aussi, je peux y arriver. Ce biais, il est bien documenté en psychologie, notamment quand vous faites vous regardez les travaux de monsieur Neil Weinstein. Et lui, il explique vraiment ça en détail. Donc, si vous voulez approfondir ce type de biais, voilà, vous pouvez aller voir les travaux de monsieur Neil Weinstein. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux, ce biais cognitif ? Parce que on sous-estime la difficulté réelle d'être avec un homme fortuné. On surestime ses probabilités, alors que je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, vous n'avez pas le niveau. Et on prend des décisions basées sur des illusions. Un autre biais cognitif, c'est le biais de disponibilité, notamment l'illusion qui sera créée par les réseaux. On juge la fréquence d'un phénomène selon la facilité avec laquelle on voit des exemples, notamment les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a souvent des couples femmes-hommes riches, très visibles. Et ça, c'est l'illusion qui est créée par les réseaux. Instagram, TikTok, YouTube, voilà. Le biais de disponibilité. Plus on voit ça, plus on se dit que c'est possible.
On voit également les contenus viraux de ces fameux couples. On nous vend du rêve, ils sont allés à Zanzibar, ils étaient aux Seychelles, etc. Et il y a aussi le storytelling, quand les gens vous racontent leur histoire, etc. Oui, aujourd'hui, il y en a encore une autre ici. Je me souviens, il y en avait une que je suivais à l'époque. Elle s'appelle Book Ali, un truc comme ça. Récemment, dans une des pages que je suis, on disait qu'elle n'est plus avec son homme. Elle aussi, c'est un couple mixte. C'est une femme blanche et avec un homme noir. Elle est venue nous dire qu'elle a quitté cet homme après 11 ans de relation. Il ne l'a jamais épousé. Et au final, c'était un chômeur qui ne travaillait pas. Mais vous voyez son storytelling, vous voyez les photos qu'elle mettait sur ses pages, vous voyez le couple rêve, les voyages qu'il faisait. Vous n'alliez pas croire, vous alliez croire que c'était un homme pourvoyeur, c'était un homme qui faisait tout, mais au final, non. Il était chômeur. Elle-même, c'est sorti, Il était chômeur, il ne faisait rien. Et à 11 ans de relation, il ne l'a jamais épousée, maintenant elle l'a déposée. Donc vous voyez que les femmes mentent beaucoup. Je donne ces quelques exemples, mais il y en a à pléthore sur les réseaux sociaux. Et résultat, c'est que quand vous voyez ça, étant donné que les gens sont forts dans tout ce marketing, vous allez penser que ces cas sont fréquents, et alors qu'ils sont rares. C'est tout simplement rare d'avoir des gens hyper fortunés et qui vont énormément se montrer sur les réseaux sociaux. Les vrais riches ne se montrent pas. Ils sont extrêmement discrets. Vous n'allez pas voir leurs voyages, leurs achats, leur couple, etc. Non, ils sont très discrets. Et c'est même mieux à faire. Mais non, étant donné qu'on a amplifié ça sur les réseaux sociaux, les jeunes femmes se disent non, moi aussi je vais avoir ce couple goal. Et d'ailleurs, c'est ce que Monsieur Kahneman, d'ailleurs, c'est lui qui est un grand psychologue qui a expliqué, en fait, par rapport au biais cognitif. Donc, si vous voulez aussi vous renseigner par rapport au biais cognitif, dans la communauté privée, vous avez le fichier adéquat avec plus de 100 biais cognitifs. Sinon, vous pouvez vous renseigner, si vous n'êtes pas dans la communauté privée, vous pouvez faire vos recherches. Monsieur Daniel Kahneman, il l'appelle une erreur de jugement qui sera liée à la mémoire immédiate. Dans ses travaux, il a mis ça en avant, notamment par les biais cognitifs. Un autre biais cognitif, c'est le biais du survivant. On ne voit que celles qui ont réussi, jamais toutes celles qui ont essayé et échoué. Un exemple, on voit 10 femmes installées avec un homme riche. C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On ne voit pas les milliers qui sont jamais arrivés, ou bien les milliers qu'on a trompés, les milliers qu'on a violentés. Et donc, on surestime massivement les chances de réussite, parce que on en voit à pléthore sur les réseaux sociaux. Les couples goals. Ensuite, un autre biais, c'est l'illusion du contrôle. On croit que si je fais les bonnes choses, si j'applique les conseils et les bonnes stratégies de ces coachs en féminité, alors qu'elles d'ailleurs ne sont même pas mariées, à chaque fois je vais revenir de ça, parce que ça me tue, franchement ça me tue. Si j'applique leurs stratégies, moi aussi je serai avec un homme pourvoyeur. Alors, on se dira que le résultat il est garanti, notamment comme Isis. Elle écoutait Shera Seven, elle a trouvé son homme pourvoyeur, mais regardez après. Problème, les relations humaines impliquent très souvent un timing, être là au bon moment, au bon endroit. Les préférences individuelles, une structure sociale, de quel milieu social vous provenez. Parce qu'il y a une monogamie en fait sociale, et ça que je vais l'expliquer, d'accord ? Donc, tout n'est pas contrôlable. Un autre biais cognitif que je voulais mettre en avant, c'est le biais de la confirmation. Le biais de confirmation. On sélectionne uniquement les informations qui confirment ce qu'on veut croire. C'est le biais de confirmation. Exemple. Suivre uniquement des contenus qui disent « c'est possible ». Des contenus où on vous dit « vous pouvez trouver votre homme pourvoyeur ». Ben oui, ça c'est un biais de confirmation. Donc quand vous allez suivre ce type de contenu, notamment des gourous, des coachs en féminité, qui ne sont pas d'ailleurs mariés, qui ont été des escortes ou je ne sais quoi, ou qui sont sortis avec des hommes mariés, quand elles vous disent que c'est possible, vous allez y croire. Alors que vous ne connaissez pas l'envers du décor, vous ne savez pas ce qu'elles ont fait. Vous ne connaissez pas leur vie. Ensuite, ignorer les données sociologiques, parce que voilà, beaucoup, notamment les femmes afrodescendantes, je vous ai dit, moi je m'adresse plus à vous, le niveau il est trop bas, je ne veux plus. Je m'adresse à toutes les femmes, alors dans les femmes afrodescendantes, toutes n'ont pas le niveau bas. Il y a des femmes qui sont très très intellectes, et qui lisent beaucoup, qui se renseignent beaucoup. Donc oui, ça c'est mon audience. Mais celles qui n'ont pas le niveau, je ne veux pas de vous. Je vous ai déjà chassé de mon territoire. Donc, étant donné qu'elles ne s'intéressent pas à la sociologie, à ce qui se passe vraiment, les données, elles aussi, elles se font manger parce qu'elles entendent. Et elles ne font pas des recherches aussi. Il faut pas juste écouter ce que quelqu'un vous dit. C'est pour ça que moi, je vous encourage beaucoup. Vous avez vu mes nouveaux contenus ? Allez vous faire des recherches.
Vous voulez approfondir un sujet? Allez vous renseigner, allez lire, allez vous documenter. C'est pour ça que je vous donne beaucoup de références. Pour pas dire, oh, Lady Shiglam nous a dit. Je vous ai donné des références pour que vous-même vous ayez ces références pour aller faire des recherches en parallèle vous-même et vous faire votre propre jugement critique. C'est ce que je vous encourage. Les femmes afrodescendantes ne s'intéressent pas à la sociologie, ne s'intéressent pas aux données, ne s'intéressent pas en fait comment le monde fonctionne. Donc on peut venir on leur balance tout et n'importe quoi. Elles ne partent pas vérifier, elles se font bouffer par des explications de personnes qui ne sont même pas légitimes de vous coacher. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire quand nous autres ici on va venir vous parler? Vous allez rejeter les contre-exemples parce que vous préférez écouter des coachs en féminité qui vous diront qu'avec la vie actuelle, il faut aller trouver un homme pourvoyeur pour avoir la soft life. Ça vient que confirmer votre niveau de fainéantise, parce que vous êtes fainéante, vous voulez pas travailler. Quand une coach vous dit, allez, ne vous cassez pas la tête avec les études, allez trouver un homme pourvoyeur, ne cherchez pas une carrière parce que ça sert à rien, c'est mieux d'aller avec un homme pourvoyeur, ben ça c'est un biais cognitif. Parce que la personne va venir confirmer ce que vous avez déjà dans la tête, comme vous voulez fournir le moins d'efforts possible. Donc écoutez ce type de contenu, ça ne va faire que vous réconforter, le biais de confirmation. Et donc, la croyance va se renforcer donc dans une bulle, notamment vous n'écoutez que ce type de contenu. Et le contenu Lady Shiglam va vous déranger, parce que je vais venir titiller ce qui dérange, notamment les femmes fainéantes. Les femmes fainéantes, généralement, elles n'aiment pas mon contenu. Je sais, on me l'a déjà dit. Et je suis très élitiste, je l'ai déjà dit. Les gens qui n'ont pas le niveau, je vais vous rendre inconfortable sur mon territoire. Je ne veux même pas de vous. Je ne veux même pas de vous. Des femmes qui se contentent du peu, qui ne veulent pas travailler, qui veulent la soft life, qui sont pas, je ne veux même pas de vous. Dans ma vie réelle, tous les jours, je ne côtoie pas ça. Alors, à combien plus forte raison sur ma chaîne YouTube, je ne veux même pas. Dans ma communauté privée, il y en a même pas. Il y en a même pas. Vous n'avez pas le niveau, je ne vous veux même pas. Il y a très peu de gens qui vont vous parler comme ça. Moi, j'assume. Je ne vous veux même pas. Des femmes qui comptent sur les hommes, je ne veux même pas de ça dans ma communauté. Je veux des femmes bosseuses, j'ai des femmes qui étudient, j'ai des femmes qui ont des beaux diplômes, j'ai des femmes qui savent être autonomes. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une bonne clientèle. Parce que ce sont des femmes qui ont une structure de vie. J'ai dépassé le niveau, je dois chercher mes clientes. Je me mets au niveau de mes clientes. Les femmes qui me suivent, elles ont un certain niveau. Celles qui mettent tout comme ça leurs yeux sur un homme, elles peuvent pas me suivre. Elles vont me détester. Donc moi, je veux pas de vous. Je dis, je ne veux pas de vous. Je le répète, je ne veux pas de vous. Donc je vais vous mettre très très mal à l'aise sur mon territoire. Mais je remarque que les femmes aiment ce type de discours. Ne travaillez pas, n'étudiez pas, ne vous cassez pas la tête par les études. Non, allez trouver, vous êtes fainéante. Allez chercher vos coachs aussi fainéantes comme vous. Allez là-bas. Vous allez toujours avoir les mêmes problèmes d'argent. Allez là-bas. Ici, non. Nous, on va avoir d'autres problèmes. On s'assoit comme ça, on a des problèmes de 15 000 euros, des problèmes de 50 000 euros. Nous, on va avoir des problèmes comme ça. Vous avez des problèmes de 200, 300. Allez chez vos coachs là-bas. Allez là-bas. Vous savez où les trouver. Partez là-bas. Ensuite, je voulais aussi parler de l'effet Dunning-Kruger. D'ailleurs, la personne qui m'avait fait découvrir l'effet Dunning-Kruger, c'était monsieur Zach Mekassa, parce qu'il en parlait dans un podcast et j'avais beaucoup apprécié et donc j'étais partie faire des recherches et donc je l'ai aussi remis dans mon script ici, l'effet Dunning-Kruger. Et ça, c'est quoi en fait? C'est aussi un biais cognitif, c'est une surestimation de sa compréhension. Je m'explique. Certaines personnes pensent maîtriser les dynamiques complexes, notamment comprendre les élites, le pouvoir, les réseaux, alors qu'elles en ont une vision simplifiée. Elles n'ont pas lu, elles ne se sont pas documentées et elles n'ont pas non plus côtoyé ces personnes. Quand une femme viendra vous dire que vous pouvez avoir une forme d'ascension en faisant de bonnes études, en côtoyant certaines sphères professionnelles, elles vont venir contredire ça. Parce que, elles ne connaissent pas, elles n'ont jamais côtoyé ça et elles n'ont jamais lu. Elles se sont jamais documentées. Donc, elles viendront contre-argumenter, dire, non, c'est pas en faisant de grandes études, en travaillant dans la finance, en devenant avocate que vous allez avoir une forme d'ascension. Elles vont venir contredire ce que je dis. Parce que elles ne se sont pas ressourcées. Elles ne lisent même pas tonneau vide. Je dis, je vais rendre inconfortable ce type de spécimens comme ça qui viennent comme ça sur les réseaux sociaux et qui disent du grand n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a pas côtoyé ça, elle ne peut pas vous dire que vous pouvez avoir une ascension en ayant ça. Moi, vous savez, j'ai des ladies ici qui ont des postes de cadre. J'en ai une, par exemple, elle m'a dit, c'était l'année passée, on avait parlé en fin d'année 2025 sur mon WhatsApp professionnel. Elle me disait qu'elle avait eu une promotion maintenant, et je vais pas vous dire dans la boîte dans laquelle elle travaille. Je me suis dit, waouh! Elle a maintenant un poste à responsabilité. Eh ben, cette femme, elle a une ascension. Parce que son salaire a vraiment augmenté.
Mais elle n'aurait pas eu cette ascension, même qui va même avoir un impact sur son capital économique, si avant ça, en amont, elle n'avait pas étudié, elle n'avait pas fait son master, elle n'avait pas étudié. Elle n'avait pas fait de belles études. Donc les gens qui vont vous dire, oh non, on va nos vies, tout ce qu'elles savent, c'est se maquiller et s'habiller. Et c'est des gens comme ça que vous allez écouter. Vous pouvez avoir une ascension en allant à l'école. Quand vous avez de bonnes études, une femme qui a fait, j'ai un exemple. Vous avez fait des études de droit, vous finissez le droit. Après le droit, il y a 3 ans, vous vous formez pour le barreau. Mais pendant ces 3 ans, vous travaillez déjà. Vous êtes déjà au cabinet, on vous forme. Après ça, vous devrez faire votre serment et devenir avocate. Mais une femme qui passe de étudiante à avocate, elle a une ascension. Sa vie, ça sera différent de quand elle était étudiante. Et comme une étudiante, parce que j'ai beaucoup d'étudiantes, et j'ai remarqué, j'ai beaucoup d'étudiantes médecine dans ma communauté. Je suis très très contente. Je vous ai dit, moi je n'attire pas n'importe qui. Vous n'avez pas le niveau, je ne vous veux pas. J'ai beaucoup d'étudiantes. Ici, il y a 2 jours ici, j'ai discuté avec une. Je lui ai dit, les gens là qui t'ont mis, parce qu'on lui a fait vivre beaucoup de choses dans ses études, elle a été découragée, elle voulait même abandonner. J'ai dit, ces gens, tu leur bloques l'accès. Quand tu deviendras médecin, tu leur bloques l'accès. Plus accès à ta vie. Elle aura une ascension, Elle sera plus la jeune femme qu'elle est aujourd'hui, actuellement, de 24 ans. Quand elle aura fini, elle sera devenue médecin, sa vie va changer. Donc les gens qui vont vous dire oui, c'est pas en devenant médecin, en devenant avocate, en devenant, je sais pas, dans les finances ou quoi, que vous n'allez pas avoir d'ascension, n'écoutez pas. C'est des gens qui parlent, ils savent même pas de ce qu'ils disent. Parce que les gens qui connaissent la sociologie, ils savent très bien que les études, ça peut être un levier pour une forme d'ascension. Ça ne fait pas tout, mais ça peut l'être dans certains cas. Vous passez d'un niveau à un tel niveau, il y a une ascension. Vous n'aurez plus la même vie. Vous étiez simple étudiant et puis boum, vous devenez médecin. Votre vie va changer, vous n'allez plus côtoyer les mêmes personnes, le plus réseau, votre vie va changer. Il y aura une ascension. Mais on va vous dire, non, il faut pas aller à l'école. L'ascension, c'est pas les études. Tonneau vide. Mais vous écoutez des gens comme ça. Vous écoutez des gens comme ça. Moi, je vous ai dit, allez à l'école. Et je reviens sur le concept de monsieur David Deneuve. Il dit, réduire les élites à les hommes riches veulent juste une femme féminine. Ça, c'est le Dunning-Kruger. Je le dis mal. Dunning-Kruger, c'est ça en fait. On pense maîtriser les choses, on pense que pour avoir un homme riche, il faut seulement être une femme féminine et avoir l'homme pourvoyeur. Alors qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Je vais même pas vous le dire publiquement parce que j'ai même pas envie de me fatiguer. Vous ignorez le réseautage. Vous devez être dans un milieu pour rencontrer des gens. Le milieu des médecins, c'est très élitiste. Les milieux des avocats, c'est très élitiste. Le milieu des financiers, c'est très élitiste. Il y a des milieux, franchement, il faut le niveau pour entrer là. Vous n'avez pas le niveau, on vous met de côté. Donc, vous devez côtoyer, assister à des conférences, voir certaines personnes pour entrer dans certains milieux et rencontrer certains hommes. Il y a le capital culturel, que beaucoup n'ont pas, notamment les femmes afrodescendantes. Niveau capital culturel, n'en parlons même pas. Lire un livre même de 100 pages, s'intéresser un peu à la sociologie, aux dynamiques, des choses un peu plus complexes. Vous oubliez. Vous allez lire plutôt les bandes dessinées ou écouter des lives de TikTok, on parle 3 heures. Avoir la soft life. Mais en parallèle, il n'y a pas de travail de fond. Et il y a également des stratégies familiales. Il y a des familles, vous provenez des fois de familles où il n'y a pas de stratégie familiale. Le mariage, c'est un contrat. On se marie pas avec n'importe qui. On va vous dire, dans telle famille tu vas, dans telle famille tu vas pas. Mais ça, il y a des femmes, on vous le dit pas. Et je parle bien d'une stratégie. On reste entre nous. On se connaît depuis qu'on est tout petit, on reste entre nous. Parce que comme ça, on va pouvoir faire poursuivre ce qu'on fait. Il y a des stratégies comme ça de famille. On reste que entre nous. Famille un tel, ils se connaissent depuis tout petit. Un jeune, ils vont se marier que entre eux. Pour garder ça entre eux. Mais il y a des femmes, vous n'avez pas ça. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Et vous écoutez des gens comme ça sur Internet qui vous font du rêve. Et donc, il y a une vision, je l'ai dit, simplifiée, je dirais même simpliste. Et donc, étant donné que ces femmes-là qui vous parlent de choses qu'elles ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas, donc vous allez leur faire confiance d'une manière excessive parce qu'elles vont vous dire des choses que vous devez entendre et qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que si elles maîtrisaient normalement, ça devrait se voir dans leur vie. 0 sur 10. L'identification projective aussi, c'est un biais cognitif. La narration personnelle, je m'explique. Certaines femmes se racontent une histoire. Je suis différente, donc je suis sûre que j'aurai ma soft life. Je ne suis pas comme les autres, moi j'ai les traits fins, je suis une dark skin, j'ai les traits fins, donc moi aussi je vais avoir mon homme pourvoyeur. Je suis destinée à plus, alors ça c'est plutôt celles qui sont dans la sphère
religieuse. Votre grande destinée, voilà, vous aurez un homme riche, etc. Parce qu'il y a des gens qui utilisent la religion comme ça. Hein. Il y a des fois des prédications comme ça, dans vos lieux de culte là. Dieu t'a destiné à plus. T'auras un homme riche. Toujours, on prêche beaucoup sur l'argent. Beaucoup sur l'argent. Et donc, quand les gens se pensent comme des élus, ça va créer une identité d'exception. Et ce mécanisme, il sera également renforcé par des contenus où on vous inspire beaucoup. Voilà pourquoi je n'aime plus ça, le développement personnel, j'ai arrêté. Les discours également où on vous dit que voilà, vous avez les traits fins, vous êtes peut-être light skin ou dark skin, comme ça, vous pouvez trouver un homme riche, donc vous vous sentez exceptionnel parce que vous correspondez à ces traits-là. Il y a aussi le branding. Si quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, elle vous montre que voilà, elle, avec sa façon d'être, elle a pu trouver un homme d'un certain niveau, ben vous vous dites que si moi aussi je deviens comme cette influenceuse, moi aussi j'aurai ce type d'homme. 8e biais, c'est le biais du coût irrécupérable. C'est le sunk cost fallacy. Plus une personne investit dans cette croyance, notamment en temps, en argent, on vous fait payer des formations à 1 000 € pour trouver un homme pourvoyeur, à 500 € pour trouver un homme pourvoyeur, oui, des coachings. Vous dépensez aussi beaucoup d'énergie. Voilà, le biais du coût irrécupérable. Quand vous avez perdu du temps à suivre des formations pour trouver l'homme pourvoyeur, pour trouver l'argent et pour les formations, pour les coachings, toute cette énergie, et qui n'a pas de résultats probants sur votre vie, vous vous sentez douillé. Même quand les gens, je vais vous dire quelque chose, même quand quelqu'un vous dit oui, mes clientes se sont mariées, moi mes clientes ont trouvé. Vous devez pousser. Qui sont ces clientes? Pourquoi ces clientes ne viennent pas témoigner? Ouais, il faut faire un live, que ces clientes-là se mettent devant la caméra, elles témoignent. Et là, on va vous répondre, non, elles veulent garder leur anonymat. C'est faux. Moi, vous savez, moi, je suis abonnée à des chaînes américaines. Moi, il y a des pages de coaching. D'ailleurs, je pourrais vous les partager. Elles font du coaching. Bon, elles sont pas aussi beaucoup suivies. Elles ont 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Mais quand elles ont des clientes qui ont eu des résultats, vous savez ce qu'elles font? Elles font un live. Donc, elles sont un côté de l'écran et de l'autre côté, il y a la cliente. Et la cliente vient, elle dit voilà, elle se présente, elle dit voilà, avant j'avais ça comme problème, mais grâce à la coach, voilà, ma vie s'est améliorée, j'ai pu me marier, j'ai pu me poser. Et on entend. Et c'est pas qu'une cliente, c'est plusieurs clientes. Et elle fait 4 à 5 lives par mois de clientes différentes qui ont eu des résultats qui confirment les formations qu'elles ont eues. Et donc, ce qui fait que ça crée aussi une forme de légitimité. Donc, quand une femme écoute ce type, parce que moi, je suis abonnée à ça, si vous êtes intéressé, je vais vous partager ce type de page. Et donc, quand j'écoute ça, je me dis, donc, ces stratégies marchent. Parce que elle appuie. Et il y en a des fois qui disent, oui, mais quand j'ai appliqué cette stratégie, ça n'a pas abouti. Mais quand j'ai fait ça, ça a abouti. Donc, on voit que même la mentor, on pourrait dire ça, même la coach, elle-même aussi, elle remet en question, son programme. Des fois, il y a des choses qu'elle ajuste, il y a des choses qu'elle enlève, il y a des choses qui dit, oui, là, je lui avais proposé ça, mais elle a fait plutôt ça. Et ça, je trouve ça plus humain. Mais quelqu'un qui va vous dire oui, j'ai des résultats, mais vous n'avez jamais vu ces résultats. Ils sont où les résultats? Ils sont où les résultats? Parce que les vrais résultats, on le voit, les gens viennent témoigner, ils font même des lives ensemble. Moi, de toute façon, je me suis dit aussi, prochainement, je devrais faire des choses comme ça, parce que j'ai des ladies qui m'ont dit ça. Il faudrait que tu fasses des lives où, nous, on vient, on témoigne sur des résultats qu'on a eu par rapport à tes conseils, les coachings qu'on a eu en privé. Moi, j'ai des ladies qui m'ont dit en privé, dans la plateforme privée. Je me suis dit, je vais le faire. Et je vais commencer à le faire. Pas forcément pour attirer, mais pour que vous entendiez aussi les beaux témoignages. Bon, il y en a des fois qui le font en commentaire, donc vous pouvez le lire dans les commentaires, mais j'en ai beaucoup. Et elles m'ont dit, il faudrait que tu fasses ça. Mais il y a des gens qui vont venir comme ça, qui vont vous dire, oui, j'ai des résultats et tout, mais quels résultats vous avez? Quelles personnes peuvent venir se mettre devant la caméra, témoigner? Moi, quand je faisais des lives, il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés, mais je le ferai pas maintenant parce que je vous assure que mes études de droit me prennent du temps et j'ai ça, la maison à gérer, les enfants, j'ai plein de choses. Donc, j'ai pas le temps pour faire des longs lives. Je préfère faire un podcast. Je le fais comme ça. Et puis, peut-être cet été, je serai un peu plus libre pendant les congés, les vacances. Oui, pourquoi pas. On pourrait faire des lives à ce moment-là. Ça serait même bien que quelques ladies comme ça, vous venez de temps en temps, vous témoignez. Qu'est-ce que ça vous a apporté de me suivre? Celles qui ont suivi mes contenus privés. Enfin, voilà, que vous expliquez. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais quelqu'un qui va vous dire oui, j'ai eu ça. Vous allez perdre du temps. Vous allez payer des prix excessifs, de l'énergie, alors qu'il n'y a aucun résultat. Et vous n'avez aucune preuve qu'une personne a vraiment payé ses accompagnements et que cette personne, elle a eu les résultats escomptés. Vous n'avez aucune preuve, mais on vous dit. Mes clientes ont eu ça. Mes clientes se sont mariées. Mes clientes ont trouvé un homme pourvoyeur. Quelle preuve? Vous avez des preuves irréfutables qu'elle n'a fait même 2 à 3 clientes qui ont pu avoir des hommes pourvoyeurs.
Quelle preuve vous avez? Non, elles veulent rester anonymes. Elles veulent rester anonymes. Non, une cliente qui est certifiée, même si elle est anonyme, parce que même moi, je faisais des lives, vous vous souvenez? Il y avait des lives, des ladies qui veulent pas se montrer. On met en blava, mais elle parle, vous l'entendez? Vous l'entendez? Oh, merci Lady Chiglam, regarde, grâce à toi, j'ai pu me marier. J'ai eu des commentaires, des fois, je faisais vite fait des captures, je vous envoyais, la Roche, je me suis mariée, tes conseils m'ont aidé, etc. Mais j'en avais. Et j'ai des, on va commencer à refaire ça de temps en temps, hein, pendant mes vacances, parce que en dehors de ça, j'ai vraiment d'autres choses à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. Pas le temps de faire des lives de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures. Pas le temps. Vraiment pas. Mais des gens qui vous disent, oui, moi, mes clientes se sont mariées avec un homme pourvoyeur, alors qu'elles-mêmes ne sont pas mariées avec un homme pourvoyeur. Et vous n'avez aucune preuve qu'elles ont effectivement eu des clientes qui se sont mariées avec des hommes pourvoyeurs. Je vous dis, les femmes noires, vous êtes manipulables comme pas possible. Et donc, vous ne remettez en aucun cas en question le système qui a été mis par ce type de femme. Parce qu'elles vous bouffent de l'argent, de l'énergie et du temps, alors qu'elles-mêmes, ces résultats ne se voient pas dans leur vie. Parce que, il faut le dire, reconnaître l'erreur, c'est accepter la perte. Et vous perdez quand vous écoutez. Et je vous assure, hein, la Isis, elle est venue, elle a pleuré. Oui, ben vous pleurez. Ben oui. Vous voulez qu'on vous vende du rêve. Qu'on vous vende du rêve, vous vous voyez comme exceptionnel. Ensuite, il y a l'illusion méritocratique émotionnelle. Ça, il faut que je l'explique. Croire que si je fais ces efforts, si je suis ces stratégies, si je travaille sur moi, je vais attirer un homme pourvoyeur. Alors je mérite automatiquement un certain type de partenaire. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire ceci, le couple n'est pas une récompense. Il dépend aussi du marché social et des structures. Si vous n'êtes pas dans un marché social adéquat, vous aurez du mal à trouver certains hommes. Si vous n'êtes pas aussi dans la bonne structure, vous aurez du mal à trouver certains hommes. Et ça, malheureusement, ces coachs de gourous féminité ne vous le disent pas. Et vous pensez que vous êtes exceptionnel. Et je veux parler également du renforcement par les gourous. Ces biais sont activement exploités. Promesses ciblées. Suivez ma formation, vous allez trouver un homme pourvoyeur. Discours personnalisé, tu es différente. Tu as les traits fins, tu es une dark skin, une light skin, tu vas trouver un homme pourvoyeur. Tu es toute mince, tu vas trouver un homme pourvoyeur. On vous dit que les hommes fortunés aiment les femmes très 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 minces, donc vous dites, je dois perdre beaucoup de poids. En fait, vous n'êtes jamais satisfaite de qui vous êtes. On vous complexe même pour votre corps. Alors oui, là, je parle pas d'une femme qui est en surcharge pondérale et c'est vraiment... on le voit. Non, je parle pas de ce type de femme. Vous avez une taille moyenne et on vous dit que quand vous avez une taille moyenne, vous n'êtes pas assez bien pour un type d'homme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, quand vous me voyez, j'ai l'air très, 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 très mince. Non, hein. D'ailleurs, même après mon accouchement, j'ai un peu pris. Enfin, mes 2 accouchements. Ma fille, ça allait encore, mais mon deuxième, je l'ai bien senti dans mon corps, surtout au niveau du bassin. Je suis pas énorme, vous voyez, hein, ça se voit de toute façon, mais voilà, j'ai quand même pris. Je suis plus là. J'étais très, très fine avant. Hein. Quand je me suis mariée, j'étais hyper mince, quoi. Après, bon, avec le temps, j'ai pris un peu de chair, et tant mieux pour moi. Mais on me dira que non. Comme je fais du 42, eh ben non, en fait. J'ai pas la morphologie des hommes riches. N'importe quoi. N'importe quoi. Et maintenant, vous allez stresser, commencer à faire des régimes drastiques pour avoir la peau sur les os, pour avoir l'homme riche. N'importe quoi. Oh non, parce qu'on m'a dit là-bas qu'il faut que je sois très très mince. Les hommes fortunés aiment les femmes très très minces. Donc maintenant, vous mangez plus. Non, moi j'ai besoin de manger. Hein. Moi j'aime manger. J'aime manger, pardon. Je vais mettre ma santé en péril. Mettre ma santé en péril, oh non, parce que je veux seulement l'homme être riche. Pardon, il te manque des nutriments, tes cheveux se cassent, tu es mince. Mais regarde tes cheveux, aucune densité, hein, tes cheveux afro. Donc c'est pour ça que maintenant tu dois cacher tes cheveux par des perruques, parce que tu peux pas... Ah non, attendez. Attendez, la sphère des cheveux? Ah oui? Bien manger aussi, ça nourrit vos cheveux. Hein. Alors oui, il y en a qui l'ont vraiment dans les gènes. Elles ont de nature dans leur famille. Elles ont beaucoup de cheveux. Et moi, je réponds à cette catégorie. Mais il y a des femmes, si vous voulez avoir des bons cheveux, il faut bien manger, bien vous nourrir. Quand vous vous nourrissez bien, ça nourrit aussi vos cheveux afro. Mais maintenant, vous vous nourrissez pas, vous êtes mince, la peau sur les os, ça impacte aussi vos cheveux. Hein. Vos cheveux, vous allez avoir des cheveux afro qui se cassent, et vous pouvez même pas rester avec vos cheveux, vous devez toujours mettre des perruques. Mais ça, ces coachs ne vont pas vous le dire. Parce qu'elles vous disent, vous faire des régimes drastiques, il faut devenir mince. La peau sur le os. Mangez, hein, faites-vous plaisir. Moi, je vous ai toujours dit manger. Faut pas être non plus en surcharge pondérale, c'est que vous êtes vraiment énorme, non. Mais ayez de la chair, quoi. Ayez des seins, ayez des hanches, ayez des fesses, enfin, ayez de la chair, quoi. Et mangez. On peut pas vous stresser comme ça. Et là, donc, la femme va se regarder et dire, mais moi, je suis pas assez bien, je peux pas attirer des bons hommes. C'est quoi ça, vous stresser comme ça? Et donc, vous écoutez ça. Donc, tous ces biais-là, ça vous rend exceptionnel. Donc, une femme, elle se dit, voilà, moi, comme j'ai les traits hyper fins, j'ai le nez très fin, j'ai le petit front, tout est fin. Donc, moi, je vais trouver l'homme. Tout ça, en fait, c'est aussi pour vous vendre du rêve.
On vous fait croire que vous êtes exceptionnel, vous êtes des élus dans le marché du dating, alors que les choses ne se passent pas comme ça. Si certaines femmes pensent être l'exception, ce n'est pas parce qu'elles sont irrationnelles, c'est parce que plusieurs biais agissent en même temps. Je vous ai dit, l'optimisme irréaliste, la surexposition des cas rares que vous voyez sur les réseaux sociaux, l'illusion du contrôle, la narration identitaire et le renforcement social et les algorithmes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas de viser haut, le problème, c'est de confondre la possibilité rare et la probabilité réelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu un cours mathématique un peu renforcé de probabilité ? Normalement, c'est une matière, je me souviens, les probabilités, c'est quelque chose que j'avais vu en 5e année, donc l'année avant le bac. Les probabilités. Ouais, c'était en 5e ou en 4e ? Ouais, c'est entre la 4 et la 5e. Donc, les 2 années avant le bac, on étudie ça, les probabilités. Et des fois, vous allez voir que vous êtes en train de faire un amalgame entre ces deux choses. Une possibilité rare et les probabilités réelles. Vous avez plus de probabilités d'être avec un homme qui vous ressemble, de votre classe sociale et de votre niveau, que d'être avec un homme pourvoyeur et qui sort au-delà, quoi. Mais ça, on vous le dit pas aussi. Non, mais j'assure, je suis furieuse, hein, parce qu'il y a des jeunes femmes qui vont se faire bouffer par ce type de discours de gourou de féminité, quoi. Je vais vous parler aussi le fait de changer de rang social. Changer réellement de milieu social via les réseaux n'a rien à voir avec paraître riche. C'est un travail long, stratégique, cohérent entre l'image, les compétences et les réseaux réels. Et ceux qui arrivent utilisent les plateformes comme levier d'accès, pas comme finalité. Déjà, on va comprendre un premier point, c'est comprendre la règle de base. Le capital doit être réel et beaucoup de gens, leur capital n'est pas réel. Et d'ailleurs, je vais faire un lien avec ce que disait monsieur Pierre Bourdieu. Il existe plusieurs types de capitaux. Le capital économique qui équivaut à de l'argent, c'est juste une répétition pour celles qui ont déjà maîtrisé ça. Culturel, quand on parle de capital culturel, c'est l'éducation, le langage et les codes. Le social, quand on parle du capital social, c'est le réseau, notamment les relations que vous avez. Et ensuite, le capital symbolique qui est la réputation. Les réseaux sociaux peuvent accélérer tout ça, mais ils ne peuvent pas remplacer un capital inexistant. Ça, c'est déjà un point qu'il faut vraiment clarifier ça dans l'esprit de beaucoup de femmes. Un autre point que je voulais clarifier. Il faut également construire une image crédible et non fantasmée. D'accord ? Les personnes qui changent réellement de milieu, elles adoptent des codes visuels du milieu ciblé. Elles vont éviter l'ostentation caricaturelle, elles vont privilégier une forme de cohérence. D'accord ? Voilà. Il y a également, qu'est-ce que je pourrais mettre aussi en avant ? Le fait de se positionner dans un environnement précis. Et pas le luxe qu'on veut des fois vous vendre sur les réseaux sociaux. Ça, je ne vais même pas aller en détail parce que je suis fatiguée en fait. Utilisez également les réseaux comme un outil d'accès et non pas de validation. Et beaucoup de femmes utilisent les réseaux sociaux comme quelque chose pour les valider. Il y a aussi un point détaillé que je n'ai pas envie de détailler, ça va être trop long. Il faut développer un capital culturel aligné par rapport au type d'homme que vous désirez avoir. Mais ça aussi, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça ne vaut pas la peine. Il faut créer de la valeur. C'est aussi des choses que beaucoup de femmes ne font pas. Il faut transformer la visibilité en réseau réel. C'est également quelque chose que beaucoup de femmes ne font pas. Il faut s'insérer progressivement, piano. Également, c'est quelque chose qu'elles ne font pas. Bizarrement, tous ces éléments, et je pourrais continuer comme ça. Ce sont des choses que vos coachs, des gourous, ne vous expliquent pas. Elles ne vous expliquent pas parce que c'est théorique et on simplifie les choses. En parlant par rapport à l'homogamie sociale, l'homogamie sociale, c'est un point que je voulais aussi aborder. Ça désigne le fait que les individus se mettent majoritairement en couple avec des personnes qui leur ressemblent socialement. C'est ça qu'on appelle l'homogamie sociale. On va se mettre avec une personne qui nous ressemble sur le plan social. Ça veut dire même niveau d'études, même milieu social, les revenus sont plus ou moins proches, les valeurs sont similaires, les réseaux sont communs. Et en sociologie, on appelle aussi le tri, donc ce terme-là, il est également nommé en sociologie le tri matrimonial ou bien le assortative mating. Donc ça veut dire c'est un appareillage assortatif. J'ai vraiment du mal à parler parce qu'il est tard. Ce n'est pas une impression,
c'est l'un des phénomènes les plus robustes qui est observé dans l'étude des couples. Alors d'abord, dans un premier temps, je voulais vous expliquer. Pour ça, je vous dis qu'il faut que les gens s'intéressent. Les gens ne cherchent pas plus loin. Ils parlent juste pour parler. Qui se ressemble s'assemble, c'est un élément qui est mis en avant, qui est étudié en sociologie. Qui se ressemble s'assemble. L'homme avec qui vous êtes, c'est votre reflet. Notamment même, voilà pourquoi je fais un peu l'extension avec vos dynamiques féminines. Vos relations féminines disent, ça dit beaucoup de vous. Les gens que vous côtoyez, ça dit beaucoup sur vous. Vous savez, moi je vous dis, je suis très élitiste dans mon contenu. Vous n'avez pas le niveau, je ne vous veux pas. Parce que je veux que ma communauté reflète ce que je transmets. Vous n'avez pas le niveau, je ne vous veux pas. Et sachez que partout où vous allez sur les réseaux sociaux, la communauté d'une personne, c'est souvent le reflet de cette personne. Vous avez vu? Depuis que j'ai arrêté tout ce qui était spirituel et tout, vous voyez moins des citations de Bible, des combats, des choses bizarres. Vous voyez moins ça. Parce que j'ai nettoyé mon audience. Tout ce qu'une personne transmet sur les réseaux, vous pouvez le voir dans son audience. Imaginons qu'un jour, maintenant, je décide, je parle plus de dynamique sociale, etc., des jeux de pouvoir, et que je décide de parler de cuisine. Eh ben, vous allez voir, mon contenu va peut-être changer, je parlais que de la nourriture. Eh ben, dans les commentaires, vous allez voir que ce sont des femmes qui vibrent avec l'énergie de la nourriture et de la cuisine. Donc, tout ce que vous faites dans la vie, c'est votre reflet. L'audience, les amis que vous côtoyez, votre partenaire, votre fiancé, votre petit ami, votre mari, c'est votre reflet. Qui se ressemble, s'assemble. Le principe, il est simple. Les relations amoureuses ne se forment pas au hasard. Elles émergent dans des espaces sociaux bien spécifiques, notamment au banc de l'école, les universités que vous allez fréquenter, le travail, les réseaux, les cercles culturels. Et c'est ça qui va augmenter mécaniquement la probabilité de rencontrer quelqu'un de similaire. Ça augmente les probabilités. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, vous aurez plus de chances de rencontrer un homme qui vous est similaire. Voilà pourquoi je vous disais, quand vous êtes au banc de l'école, vous êtes à l'UNIF, des fois, c'est là que vous pouvez trouver votre homme. D'accord? Voilà. Et une étude, d'ailleurs, je vais vous donner le lien, comme ça, vous pourrez aller voir. Cette étude, le Centre d'observation de la société, montre que le facteur le plus déterminant dans la formation des couples, c'est le diplôme. Les personnes ayant le même parcours scolaire, ayant, 1,8 fois plus de chances de former un couple homogène. Ils ont plus de chances de trouver les gens qui sont plus ou moins analogues. Je vais vous mettre le lien, vous pourrez aller lire l'étude. Autrement dit, parce que j'ai dû faire des recherches pour faire mon podcast, il faut quand même choisir des recherches. Autrement dit, plus de personnes, elles auront un niveau d'éducation proche, plus la probabilité de relation va augmenter. Et je vous avais dit que j'allais faire une série de ça sur l'homogamie sociale, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire qui sont pas très à dire sur la place publique, parce que ça va déranger les gens, et je voulais l'expliquer en privé. J'avais promis ça à la communauté privée, donc je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, ça viendra les podcasts à ce sujet. Je voulais parler encore d'un autre point, c'est l'homogamie par classe sociale, et notamment par le statut professionnel. Quand vous écoutez des gens qui n'ont pas... On va également parler d'un autre élément, qui est l'homogamie, qui concerne la classe sociale, notamment par le statut professionnel. Alors, quand on regarde dans les données statistiques, ça confirme que les couples sont fortement structurés par le statut social. D'ailleurs, il y a une analyse qui a été faite qui indique que près de 4 personnes sur 10 vont vivre avec quelqu'un de la même classe d'emploi et que ce phénomène est encore beaucoup plus fréquent dans les catégories supérieures où une personne sur 2 est en couple avec quelqu'un du même niveau. D'ailleurs, je vais mettre le lien de l'INSEE que vous pouvez retrouver où j'ai trouvé donc ces ressources. Cela signifie concrètement que les cadres sont généralement avec d'autres cadres, les professions libérales vont souvent être avec des professions libérales, des entrepreneurs vont souvent être entre entrepreneurs, les employeurs seront entre employés, etc. Donc vous voyez que l'homogamie est encore plus forte dans les extrêmes. Les riches, souvent, notamment dans la classe supérieure, vont rester entre eux, et les personnes, notamment donc l'extrême de la classe haute, on a la classe populaire, où vous allez voir aussi que beaucoup de personnes de la classe populaire vont rester ensemble. Donc c'est clairement une homogamie qui est en lien avec le statut professionnel. Vous allez voir souvent un avocat avec un avocat avec un médecin, un avocat peut-être avec un ingénieur, ou un médecin avec un ingénieur, un médecin avec un avocat, un médecin avec un architecte avec un ingénieur. Donc souvent des postes assez élevés, notamment des professions libérales, auront tendance à rester ensemble.
Je donne un exemple. Récemment, lorsque j'échangeais avec mes parents, ils me parlaient d'un de nos voisins qui s'est marié il n'y a pas très longtemps, il y a 2 à 3 ans, et il s'est marié avec une femme aussi kiné. Et tous les deux, ils ont ouvert un grand cabinet de kiné. Alors, c'est très classe, c'est très luxueux. Donc, quand vous arrivez là, c'est du haut de gamme, quoi. Et donc, tous les deux, ils ont en fait mis en force en fait leurs compétences pour créer quelque chose de beau. Voilà, un kiné qui s'est aussi marié avec une kiné. Donc, voilà pourquoi je vous dis que quand on regarde la sociologie, beaucoup de personnes qui sont issues des mêmes milieux auront tendance à rester ensemble et encore plus dans la classe haute, la classe supérieure, et vous le voyez aussi, c'est ostensible dans les classes populaires. Je vais parler encore d'une autre forme d'homogamie, c'est l'homogamie éducative, et ça c'est le facteur le plus puissant, et ça je l'ai déjà entendu, notamment de part et d'autre, hein, les femmes, même sur les réseaux sociaux, qui disent voilà, moi j'ai énormément étudié, j'ai beaucoup de diplômes, je ne veux pas un homme qui n'a pas au moins un bac plus 5. Il y a des femmes, c'est leur critère. Peu importe le domaine, mais je veux qu'il ait un bac plus 5. Et quand on regarde dans la recherche sociologique moderne de nos jours, on voit que le niveau d'études est aujourd'hui le principal filtre matrimonial. Une étude comparative européenne, que je vais vous mettre le lien, de timeoffline.com, montre que les mariages entre personnes également diplômées augmentent ou restent majoritaires dans plusieurs pays européens. Cela confirme donc une tendance stable vers l'homogamie éducative. Et pourquoi ? Parce que l'école et l'université, ça va créer des réseaux sociaux homogènes. On aura cette opportunité de pouvoir côtoyer le réseau de l'autre. Ça va permettre aussi de filtrer par capital culturel. Donc je sais que voilà, avec cet homme, on va pouvoir avoir certaines conversations, il va pouvoir comprendre des choses abstraites qu'une autre personne qui est par exemple caissière ne va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire parce qu'on n'a pas le même capital culturel. Ça va également permettre d'aligner les ambitions professionnelles. Je suis assez ambitieuse, imaginons, par exemple, je suis architecte. Je suis par exemple avec un homme quel exemple je pourrais donner, qui est peut-être médecin, qui est peut-être ingénieur ou quoi, je pourrais lui parler de certaines ambitions et il va pas dire que j'en fais un peu de trop. Parce que c'est un domaine où certains métiers, on privilégie l'ambition. Donc, on aura en fait cette capacité de pouvoir échanger, parler sur nos ambitions, tant personnelles que aussi en couple. Hein, voilà, on peut aussi avoir des ambitions en couple. Donc voilà, donc ça ne va pas créer un écart qu'un homme qui va vous regarder et dire voilà, on boit plus de l'eau, elle se prend pour qui, etc. Parce que ce n'est pas le même langage. Et ça va aussi disons aussi que voilà, quand vous êtes avec une personne qui est plus ou moins homologue à vous, même un peu un parcours académique similaire, le style de vie va rester identique et vous n'allez pas chuter. Vous étiez célibataire, vous aviez une façon de vivre, vous aviez un bac plus 5, vous aviez un bel emploi, un bel appartement, une belle voiture. Et puis, l'homme avec qui vous vous mettez en couple, il vous permet pas de continuer dans ce style de vie. Ça va être un peu compliqué aussi. Ouais, ça va être compliqué. Voilà pourquoi certaines femmes vont privilégier d'être avec un homme qui leur est plus ou moins analogue. Et donc, vous allez voir que les diplômés vont rencontrer surtout d'autres personnes diplômées. Et sachez que cet élément que je mets en exergue qui concerne les femmes, c'est également quelque chose que vous pouvez voir auprès des hommes. Beaucoup d'hommes maintenant aussi vont préférer une femme qui a un certain bagage professionnel ou académique. Ils se disent voilà, même si elle n'est pas carriériste et que pendant un temps elle a envie de s'occuper de des enfants, elle est à la maison, mais c'est une femme qui a poussé les études, avec qui je vais pouvoir partager certaines choses, on va pouvoir avoir des ambitions communes, etc. Donc même les hommes aussi maintenant ne veulent plus prendre des tonneaux vides. Des femmes qui ne se sont pas mouillées de maillot, ou bien même une entrepreneur, une femme qui fait tout en fait pour avoir son argent. Beaucoup d'hommes ne veulent plus ça. Ensuite, il y a l'homogamie économique. Ça fait partie, le capital économique, ça c'est important que je le mette aussi en avant. Quand je parlais d'homogamie, tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, sur le sphère de la profession, le statut professionnel, l'éducation, notamment les études. Mais ici, il y a aussi les revenus. Ah oui, c'est le revenu. Oui. Il y a une étude d'ailleurs que j'ai trouvée ici, le chskern.info, que je vais vous mettre le lien aussi. En 2024, ils nous ont fait cette info. Et d'ailleurs, c'était un script que j'avais fait pour 2024, parce que je m'intéressais déjà à faire pas mal d'enseignements dessus, et j'ai jamais eu le temps d'enregistrer de podcast. Mais je l'ai remis dans mon script ici. Je me suis dit, voilà, prochainement, dans les prochaines semaines, dès que je serai un peu plus libre après mon blocus, que je rentre dans une période assez intense d'études, mais il faudrait que je me pose pour que je vous fasse ces podcasts sur tout ce qui est un peu le couple vu sur le plan sociologique, parce que c'est vraiment intéressant. Les pépites que j'ai trouvées,
Et en plus, voilà, avec mon cours de sociologie de cette année, franchement, ça m'a encore ouvert pas mal allez, on va dire de connexions, en fait, pour comprendre certains mécanismes, certaines choses dans ce monde. Et cette étude en 2024, ça montrait que le revenu moyen de la femme augmente avec celui du conjoint. Donc si vous avez déjà un revenu élevé et que votre homme aussi a un revenu bien, assez stable et confortable, ça augmente vos revenus parce que vous en bénéficiez, parce que vous êtes en couple, vous êtes mariés. Et donc ça illustre bien une tendance aux femmes maintenant de s'associer entre partenaires de niveau économique similaire. Vous allez voir que les personnes qui ont des hauts revenus s'associent souvent entre eux. Bac plus 5 avec bac plus 5. Et dit qu'il bac plus 5, souvent on est dans les 3000, presque 4000. Alors là, c'est si on a un poste un peu plus à responsabilité, etc. Donc on aura tendance à rester avec quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes revenus que nous. Les revenus moyens auront tendance à rester entre eux. Je donne un exemple, dans la classe moyenne, quand même classe moyenne supérieure, je pourrais dire, voilà, infirmière avec un comptable, voilà, ça fait partie de la classe moyenne. Il y a quoi encore, par exemple, vous êtes en RH avec un homme qui est par exemple comptable ou qui est peut-être qu'est-ce que je pourrais donner, non, expert comptable, c'est classe moyenne supérieure, donc ça compte pas dedans, mais un homme qui est peut-être consultant, ça reste classe moyenne supérieure, mais voilà, il y a la classe moyenne, voilà, simple en fait, voilà, comptable et infirmier, ça correspond vraiment à la classe moyenne simple. Et au-dessus, le poste de comptable, pour être dans la classe moyenne supérieure, il faut être expert comptable. Donc là, on est dans la moyenne, mais supérieure. Ou bien, on est chef comptable. Donc là aussi, on est dans la classe moyenne supérieure parce que le revenu peut être au-delà des 3000 et atteindre les 4000, voire plus. D'accord ? Voilà. Directeur financier, c'est la classe supérieure. Donc vous voyez que, et là, d'ailleurs, directeur financier, c'est cadre. Donc ça, c'est les classes supérieures, c'est encore plus. Donc tout ça pour vous dire que les hauts revenus vont rester entre eux. Les revenus moyens, comptable, infirmier, c'est vraiment l'exemple parfait que j'ai trouvé. Et là, voilà, ce sont des personnes employées moyennes qui vont rester entre eux, et les faibles revenus, il faut le dire aussi, auront tendance à rester ensemble. Et donc vous voyez que ce mécanisme que je viens de mettre en exergue, ça renforce les inégalités sociales. Et ça, c'est également une vérité que beaucoup de femmes, en fait, c'est une vérité tacite. On vous vend du rêve comme ça sur les réseaux sociaux, mais ce que je vous mets, il y a des sources, vous pouvez faire des recherches. Et ça vous montre que les ressources se concentrent dans certains couples. Donc si vous-même, vous n'avez pas un certain bagage, il y a maintenant des hommes à ce jour qui ne vous prendront plus. Ils ne veulent pas de boulets, de tonneaux vides, ils n'en veulent pas. Il y a également une autre étude aussi, le Out Academy, que je vais aussi vous mettre en lien. Ça montre que voyez, l'assortative mating, c'est un moteur des inégalités de richesse entre ménages parce que les personnes riches se mettent en couple entre elles. Oui, les hommes maintenant aussi, ils sont stratèges. Ils vont pas se mettre avec quelqu'un qui ne leur apporte rien et qui sera pas non plus d'un support, et notamment une femme qui va pas leur donner des stratégies concrètes pour développer peut-être un business, pour développer le patrimoine. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut partager au sein d'un couple. 5e élément, c'est l'homogamie qui va renforcer la reproduction sociale. Je m'explique. Lorsque les deux personnes sont très diplômées, elles vont souvent se mettre ensemble. Et le fait que deux personnes soient très diplômées et qu'elles ont des bonnes ressources, elles ont des bons métiers, des bons revenus, il y a des choses qui vont être cumulées, notamment un capital économique qui sera beaucoup plus conséquent. D'accord ? Donc, je donne un exemple. Un médecin avec un médecin, le capital économique est élevé. Un avocat avec un médecin, le capital économique est élevé. Un architecte avec un avocat, capital élevé. Un architecte avec un ingénieur, en fait, c'est élevé. Donc, quand un poste est aussi élevé, fatalement, le capital économique va suivre. D'accord ? Ou bien, par exemple, un dentiste avec un médecin, le capital économique sera élevé. Il y a également le capital culturel. Et ça, c'est important que je le mette aussi en exergue parce que quand vous avez, par exemple, je donne un poste, une femme est architecte. Et avec un homme, elle a un homme avec un homme caissier. Pendant qu'elle va lui expliquer que la structure pour laquelle elle est en train de travailler dans son projet, voilà, parce que là, ils étaient en train de faire le dimensionnement, par exemple, d'un nouveau bâtiment, et que là, ils sont en train de voir comment la luminosité pourrait rentrer, comment est-ce qu'on pourrait positionner le bâtiment. Quand elle va lui expliquer des choses aussi abstraites et conceptuelles, le caissier, par exemple, lui qui est pas il est habitué plutôt à des choses un peu plus terre à terre, vous voyez pas qu'il y aura un certain mur, en fait, des fois dans certaines de leurs conversations. Et donc, la femme architecte, qu'est-ce qu'elle va faire ? Étant donné que son mari caissier ne pourra pas comprendre certains concepts, des choses assez abstraites, elle aura tendance alors à parler, à chercher des personnes
de son entourage, notamment ses pairs, donc peut-être d'autres architectes comme elle, ou des amis qui sont peut-être dans ce domaine-là, ou qui peuvent comprendre des choses un peu plus conceptuelles, par exemple une amie qui travaille dans la finance, une amie qui est peut-être expert comptable ou quoi, des personnes qui ont un peu plus cette façon d'aborder les choses en mode abstraite, voilà, je pourrais dire ça vraiment comme ça. Elle aura donc plus tendance à parler de certains de ses défis à ces personnes-là qu'à son ami, à son mari par exemple, ou son fiancé qui est caissier, qui a lui d'autres problèmes et qui aura des fois on va dire des conversations sur d'autres sphères. Donc vous voyez déjà que le capital culturel ne sera pas identique. En revanche, deux personnes hautement diplômées qui ont des postes vraiment bien reconnus, ils vont partager ce capital culturel. Je donne un exemple. Une kiné par exemple avec un médecin. Déjà, ils sont dans un domaine assez un peu similaire, le médical. Donc, l'épouse qui est par exemple, comment on appelle ça, qui est par exemple kiné, elle pourra dire à son mari le soir, ah mais tu vois, avec le client, voilà, il s'est cassé le bras comme ça, j'essaye de voir dans la radio, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on pourrait faire. Son mari qui est médecin pourra comprendre ça parce que ils baignent dans ça, ils ont des connaissances qui sont plus ou moins similaires et donc ils peuvent échanger même 2 heures sur un cas concret qu'elle a eu dans son bureau, dans son cabinet de kiné. Alors que cette même femme kiné, elle en parle à un homme qui est par exemple, je sais pas, peut-être, quel exemple, il est peut-être coiffeur. Vous voyez que le capital culturel sera différent parce que lui sera sur d'autres choses. Et donc ça va créer aussi une forme d'asymétrie dans certains couples. Voilà pourquoi deux personnes qui sont plus ou moins au même niveau, qui vont mettre ensemble certaines choses ensemble, elles vont partager un capital culturel plus ou moins analogue. Il y a également le réseau. Par exemple, kiné, médecin, le réseau reste plus ou moins identique. On reste dans la sphère médicale, on peut côtoyer des personnes qui sont peut-être dentistes, qui sont médecins, qui sont infirmiers. Donc on reste un peu dans le réseau de personnes de la classe moyenne supérieure, voire plus, etc. D'accord ? Et pour finir, je voulais aussi parler des ressources éducatives pour les enfants. Des enfants qui sont issus de familles où les parents ont déjà de très bons métiers, où ils ont déjà un certain capital économique, ce sont des enfants qui viennent déjà sur cette terre avec une forme d'avantage. Ils sont déjà fortement avantagés. Donc ce sont des enfants des fois qui arriveront à 18 ans, ils ont 25 000 euros dans leur compte bancaire, voire même 30. Alors que des parents qui étaient un peu plus défavorisés économiquement, ce sont des enfants qui vont devoir beaucoup se débrouiller dans la vie. Vraiment, ils vont beaucoup devoir se débrouiller. Et à 18 ans, ils n'ont pas forcément 20, 30, 40 000 dans un compte. Vous voyez, donc ça aussi, ça fait partie des inégalités. Donc comme quoi, vous voyez que les ménages qui sont peu diplômés auront du mal en fait à cumuler certaines choses pour avantager leurs enfants. Voilà pourquoi on n'aura pas tous les mêmes trajectoires, on n'aura pas tous les mêmes opportunités, parce que d'autres viennent sur cette terre étant un peu plus avantagés, parce qu'ils proviennent justement de familles un peu plus aisées, etc. Et d'autres pas. Il faut accepter, c'est comme ça. Voilà. Et donc, on a une expérience de vie à vivre sur cette terre qui feront que notre trajectoire seront un peu différentes. Donc, voilà pourquoi dans l'homogamie, les personnes dans l'homogamie sociale vont reproduire aussi des enfants qui vont leur ressembler plus ou moins. Voilà pourquoi, là, je pense à une de mes copines, Estelle. Voilà, je vous donne son nom. De toute façon, elle n'est pas trop sur les réseaux, elle n'a pas le temps. Elle, là, maintenant, elle est en train de se former pour devenir neurochirurgienne. Son père est médecin, sa mère est médecin. En fait, toutes dans leur famille sont médecins. Ses cousins sont médecins, ses cousines sont médecins. Donc, il y a beaucoup de profils médecins. J'ai une autre de mes amies qui, elle, est avocate, Laura. Elle aussi, dans sa famille, il y a beaucoup d'avocats. Donc, ils sont dans une famille d'avocats. Donc, vous voyez que ce type de famille, quand les deux parents ont le même métier, souvent les enfants auront tendance à reproduire ça. Voilà pourquoi ça va reproduire aussi des enfants qui seront souvent comme leurs parents. Par exemple, vous êtes issu d'une famille où les deux parents sont entrepreneurs, souvent vous verrez les enfants aussi seront entrepreneurs, ils auront des business qui prennent bien, des entreprises, etc. Ou bien, imaginons que ce sont un enfant qui est issu d'une famille où les deux parents sont des cadres, des parents ont, des bons métiers, par exemple, médecin, avocat, architecte ou quoi, ces enfants auront tendance à reproduire cela. Et si bien même, imaginons qu'ils décident de ne pas être médecins, mais les parents vont les orienter pour qu'ils soient le meilleur. Par exemple, dit non, moi je vais ouvrir une entreprise de beauté. Les parents qui sont cadres, ils auront les ressources, les finances pour faire avancer l'entreprise de leur enfant et leur enfant aura déjà de quoi faire pour se lancer
et avoir tout ce qu'il faut pour être la meilleure dans son entreprise et avoir un business florissant parce que elle a eu l'apport financier des parents qui ont des bons métiers, qui sont cadres. Ça aussi sont des cas qui peuvent s'opérer. Donc l'enfant peut avoir une autre trajectoire, mais dans cette trajectoire-là aussi, réussir parce que les parents en amont ont fait le nécessaire. Et il faut aussi dire, par exemple, le fait que il y a l'homogamie sociale, que les gens restent entre eux, ça va maintenir aussi les écarts sociaux. Vous allez voir que les gens d'un certain niveau ne veulent pas se mélanger à d'autres. Ils ne veulent tout simplement pas parce que ils ont aussi beaucoup à perdre. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Par extension, ça va limiter la mobilité sociale. Alors, pourquoi l'homogamie, elle est si forte ? Alors, déjà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'ailleurs, mon cours de sociologie cette année, franchement, c'est une pépite. J'ai appris tellement de choses. Je pense que même, je vais faire vraiment une rubrique spéciale sociologie dans la communauté privée. Parce que j'ai tellement appris. J'ai vraiment tellement appris. Et j'ai vraiment appris. En dehors de mes lectures que je faisais déjà en avance, mais d'avoir un cours approfondi sur la sociologie, j'ai appris énormément. Je dis, les études de droit, c'est magnifique. Donc, il y a les sociologues qui vont identifier plusieurs mécanismes. Un des éléments aussi, pourquoi est-ce que l'homogamie, elle est aussi forte, c'est les lieux de rencontre. Les lieux de rencontre entre les partenaires, entre les conjoints, c'est filtré. Et d'ailleurs, monsieur Amadieu en parle dans son ouvrage. Si vous êtes intéressé, c'est Jean-François Amadieu, quelque chose comme ça. Et il a écrit 2-3 ouvrages que j'ai ici dans ma bibliothèque aussi. Il y en a un, il a parlé sur le pouvoir des apparences. Il y en a 2. Donc, il y a un et puis l'autre, la version un peu plus densifiée. Et un autre ouvrage où il parle du fait que on n'a pas tous le même destin. Voilà, c'est un truc comme ça. Et je sais que c'est un enfant qui est assis sur une chaise, il parle de la carrière, il parle de l'argent, il parle de l'amour. Et dans son ouvrage, monsieur Amadieu, il met vraiment en exergue comment les personnes, en fait, leur parcours de vie, leur trajectoire, même leur couple, tout est déjà prédéfini parce qu'ils proviennent déjà d'un milieu. Notamment, on va rencontrer son partenaire de par l'université, les écoles qu'on va fréquenter. Il y a de fortes chances. Le travail, dans quelle sphère on évolue ? On évolue par exemple dans le juridique, dans le médical, dans le droit. Donc ce sont des domaines où on peut rencontrer potentiellement des hommes plus ou moins qui sont nos homologues. Il y a aussi des amis qui sont similaires. Si on est dans un cercle où c'est très élitiste, où ce sont des personnes que d'un certain niveau qui se côtoient, vous avez plus de chances de rencontrer votre futur époux dans ce type de cercle. Il y a également, je le disais souvent dans mes anciennes vidéos, le milieu religieux aussi. C'est un endroit où vous avez plus, quand vous côtoyez beaucoup ce milieu-là, vous avez aussi de fortes chances de rencontrer votre époux dans ce type de milieu. Et on pourrait aussi parler, je pourrais vraiment étendre, il y a plein d'endroits, il y a aussi les cercles sociaux proches, donc le voisinage, les amis des amis des amis, donc voilà. Donc vous voyez que la sélection se fait même avant le choix amoureux. Avant même que vous ayez décidé je vais imposer un tel, les endroits que vous allez fréquenter, les personnes que vous allez fréquenter seront susceptibles de vous orienter vers le choix amoureux que vous ferez. Et un autre élément aussi à mettre en lumière, c'est le capital culturel commun. Les personnes du même milieu, vous allez voir, elles auront souvent une façon de parler de la même manière. On ne parle pas de la même manière dans toutes les classes. Elles auront également les mêmes références. Donc voilà, imaginons que vous parlez par exemple de qui, par exemple, je sais pas moi, allez, on va donner un exemple simple. Vous parlez de monsieur Daniel Kahneman, une personne qui a l'habitude de s'intéresser à la psychologie sociale, etc. Vous lui parlez ça, vous pouvez faire 2 heures, vous parlez avec votre petite amie, votre fiancé de Daniel Kahneman, des biais cognitifs, la psychologie sociale, et puis les travaux de monsieur Intel, de Erving Goffman et tout. En fait, vous êtes parti dans un truc parce que vous avez les mêmes références sur le plan du capital culturel. Également, vous allez remarquer, les personnes du même milieu auront souvent une tendance à partager les mêmes ambitions. Je donne un exemple. Vous êtes une grande entrepreneur, vous avez des bons business florissants. Si vous êtes avec un homme ambitieux qui lui aussi a des entreprises, etc., il est investisseur ou quoi, vous pourrez parler de certaines ambitions, il va vous comprendre. Vous parlez de ça à quelqu'un, je donne encore l'exemple du caissier. Le caissier vous écoute, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là ? On va plus boire de l'eau parce que madame, elle fait son entreprise. Donc vous voyez pourquoi les gens vont préférer rester avec les personnes qui sont plus ou moins comme elles parce que vous avez les mêmes ambitions, les mêmes codes sociaux dans le langage, dans le comportement. Pourquoi ? Parce que tous ces éléments-là que j'ai expliqués d'une manière très succincte, la liste n'est pas exhaustive, mais quand vous prenez juste ces quelques éléments que je viens de vous citer, ça va faciliter le fait d'être attiré l'un envers l'autre.
Je vais aussi parler de la compatibilité. Je vous ai parlé de la compatibilité intellectuelle, cognitive, mais il y a aussi la compatibilité du mode de vie. Par exemple, des horaires similaires, une vision de l'argent similaire, des projets familiaux similaires. On se met ensemble, on aura un projet de famille commun. Donc, est-ce que moi je veux des enfants ou tu veux pas des enfants? Enfin, tu veux qu'on adopte, tu veux pas qu'on adopte? Donc ça aussi, il faut une personne qui va en fait concorder avec nos aspirations et comment est-ce qu'on voit la vie de famille. Le style de vie, est-ce qu'il est comparable ou pas? Donc vous voyez que quand vous prenez tous ces éléments-là et que vous les assemblez, ça va créer des relations stables et des relations harmonieuses parce que vous avez la même vision de vie. Alors, il y a une conséquence importante que je voulais absolument mettre en lumière et dont je vais vraiment attirer votre attention, c'est l'hypergamie. Voilà, l'hypergamie, beaucoup de femmes, vous pensez que l'hypergamie est la norme. Et j'ai envie de vous dire que l'hypergamie n'est pas la norme. Les discours qui vont prétendre que voilà, une femme ordinaire peut facilement épouser un homme très riche, ou bien il suffit d'être très féminine pour accéder à des hommes très pourvoyeurs, à des élites, à des hommes riches, en fait, ce sont des personnes qui ignorent une réalité sociologique. Voilà pourquoi il faut se renseigner, il faut lire, il faut côtoyer certaines personnes pour comprendre que ce n'est pas ça. D'accord ? La majorité des couples sont homogames. La majorité des couples sont homogames. Donc vous voyez que les unions entre les milieux très différents, ça existe. Mais elles sont minoritaires. Voilà, on peut pas prendre une exception, en faire une généralité. C'est un peu comme moi quand j'ai parlé de mon papa là, dans l'autre podcast, je sais bien que ce n'est pas majoritaire, surtout dans la sphère afrodescendante. Quand j'entends tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler en bien de leur père, parce que leur père a une mauvaise image devant eux. Ça, ce sont ces personnes-là. Moi, ça fait pas partie de ma réalité. Donc, je fais sûrement peut-être partie des exceptions. De quelques femmes, et j'en ai ici dans la communauté, vous avez de bonnes relations avec vos parents, avec votre père, avec votre mère. Voilà. Mais dites-vous que de nos jours, on est devenus des exceptions. Voilà, il faut le savoir. Donc, étant donné qu'on est des exceptions, pour nous, ça pourrait être la base, mais pour certaines personnes de nos jours, ce n'est plus la base. Et c'est un peu comme les femmes, je fais cette analogie pour vous démontrer que même quand vous écoutez les contenus où on vous fait croire que voilà, vous pouvez essayer d'avoir un homme très pourvoyeur, un homme qui gagne 10 000 euros, un homme qui gagne 20 000 euros, et j'ai envie de vous dire, c'est une utopie. C'est là, vous êtes dans un monde de la 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 land. Donc redescendez sur terre, parce que les choses ne se passent pas comme ça. On peut pas dire que voilà, on prend une exception et en faire une généralité en pensant que c'est la norme partout. Je vous ai donné le cas des familles, sachez que dans les relations amoureuses, c'est pareil en fait. On peut pas prendre un cas parce qu'une femme, elle a rencontré un grand footballeur, et ils se sont mariés, que maintenant vous aussi vous allez tous avoir des hommes riches et des footballeurs qui vont venir sonner à votre porte et venir vous prendre dans votre emploi où vous êtes caissière. Non, ça va pas se passer comme ça. Et un exemple concret, je vais donner une réalité bien sociale et que vous allez peut-être reconnaître. Je donne un exemple. On a une femme avocate et de l'autre côté, on a une caissière. Alors l'avocate, elle aura plus de chances de rencontrer des hommes d'un certain niveau. Pourquoi ? Parce qu'elle va rencontrer d'autres hommes diplômés et qui sont avocats, magistrats, juges, etc. D'accord ? Voilà. Procureurs aussi. Voilà. Elle aura tendance à rencontrer ce type de profil qui, eux, vont quand même bien gagner l'argent qui seront donc dans une classe supérieure bien élevée. D'accord ? Voilà. Ensuite, elle va fréquenter des cadres supérieurs, des avocats, des magistrats, des juges, etc. Des choses comme ça. Donc, elle aura tendance à voir d'autres hommes d'un autre univers, enfin, de son univers où les gens ont les revenus assez élevés. Et donc, elle va évoluer dans des milieux beaucoup plus aisés. Elle n'aura pas, en fait, des galères en fait, elle aura moins tendance à rencontrer des hommes qui ont des problèmes de 100 euros, de 50 euros, des problèmes de 20 euros. Ou des hommes qui vont lui compter les petits sous et dire « Ah, tu dois me rendre les 50 centimes que tu avais payé pour le sandwich. » Bon, j'exagère un peu, c'est un peu pour vous faire rire. Mais on n'arrivera pas à ce niveau-là. Vous vous souvenez du live qu'on avait fait il y a très longtemps avec une lady qui était venue, que son ex, c'était quelqu'un avec qui elle se chamaillait pour des 30 centimes, des 20 centimes. Il y a des femmes qui vivent des réalités comme ça. Tout simplement parce que l'homme, sur le capital économique, ça suit pas. Et donc, vous allez vous chamailler pour des petites sommes comme ça. Voilà. Alors que quand vous évoluez dans d'autres cadres, en fait, vous avez d'autres problèmes. Pendant que d'autres se chamaillent pour des 20 centimes, des 20 euros, des 10 euros, vous allez peut-être vous chamailler pour des projets de 5 000 euros. Je donne un exemple. Ça, c'est le minimum. Ou des projets de 30 000 euros, des projets de 50 000 euros parce que l'investissement n'a pas abouti, parce que ce bien que vous avez rénové, il y a eu des petits problèmes. Donc, vous serez dans d'autres problèmes beaucoup plus graves que des gens, peut-être de la classe populaire, vont se chamailler pour 10 euros.
pour 30 centimes, pour les 50 centimes de la gaufre que tu m'as pas rendue. Enfin, bref. Ensuite, donc là, on voit que l'avocate, elle est dans d'autres domaines, donc elle va côtoyer d'autres personnes. On a un autre cas, c'est la caissière. La caissière, elle, elle est dans un truc un peu plus, on va dire, comment on va dire, où elle va rencontrer beaucoup de personnes aussi, mais elle aura souvent tendance peut-être à rencontrer des employés, un réseau social un peu différent, un milieu économique différent. C'est pas la même chose qu'une avocate. Je sais pas si vous voyez un peu la différence, hein. Voilà. Cela ne signifie pas que c'est impossible. Donc une caissière, pardon, je vous prie de m'excuser. Une caissière peut tout à fait rencontrer un footballeur ou un avocat, un magistrat, je ne sais pas quoi, mais la probabilité n'est pas la même qu'une personne qui navigue déjà dans un milieu où elle est susceptible de rencontrer des hommes. Par exemple, j'ai donné avocat, ça peut être aussi dans la finance. La finance aussi, c'est un milieu où les gens gagnent bien leur vie. Donc une femme qui gravite dans ça, elle aura tendance à rencontrer des hommes d'un certain calibre. D'accord ? Voilà. Alors, ce que dit la sociologie de nos jours, les recherches récentes, elles convergent toutes vers la même ligne directrice. Elles disent ceci que l'homogamie éducative forte, l'homogamie économique croissante, l'homogamie sociale stable et l'homogamie géographique importante. Donc tous ces éléments-là convergent. Et une étude de 2025 montre même que les individus se regroupent dans les mêmes villes selon leur niveau d'éducation. Il y a certains quartiers, quand vous arrivez, vous sentez que les gens ici, ça sent l'argent. Et il y a d'autres quartiers, comme des HLM et tout, vous arrivez, vous sentez franchement ici, c'est la galère, c'est la trière. Ouais. On est en lutte ici, c'est compliqué. Donc vous voyez que dans certaines villes, dans certains quartiers, même vous des fois qui êtes en France, vous m'écoutez à partir de la France, il y a des milieux quand vous dites « Oh, j'habite là », on sait que vous avez l'argent. Ah ouais, je connais pas vos villes, moi je retiens pas vos noms, le 16e, le 8e, je sais pas, le 10e, voilà. Vous avez des arrondissements là chez vous en France, quand vous habitez là, on sent que là, ce n'est pas n'importe qui habite là, d'accord ? Tout comme en Belgique, en Suisse également, il y a des quartiers très très chics en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Donc quand vous habitez, et des fois peut-être même pas la ville, mais juste le quartier, on arrive où vous habitez, on peut savoir un peu plus ou moins le niveau social des personnes qui habitent dans votre quartier. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nier. Et donc voilà pourquoi, dans ces espaces où les gens, ça va former des couples homogames, à l'intérieur de tous ces espaces, vous allez voir que les personnes vont plus ou moins provenir de la même ville, du même réseau, du même statut et également du même couple. Je voulais pas faire trop long parce que sinon je suis partie même 5 heures comme ça. Hein. Vraiment, c'est très intéressant de s'intéresser à ce type de choses. Ce que je viens de vous dire, et retenez juste ceci, que l'homogamie sociale, ça signifie que le couple est socialement structuré, pas aléatoire. Les choses sont prédéfinies en avance. Les gens se mettent majoritairement avec quelqu'un du même niveau d'études, du même milieu social, du même niveau économique et du même univers culturel. Et c'est pourquoi les discours que je n'aime pas trop des coachs en féminité qui vont vous dire oui, que voilà, arrêtez d'étudier, allez chercher votre mari, n'attendez pas une ascension sociale en faisant un bon métier, de travailler dans le corporate, des choses comme ça. En fait, elles sont en train de elles vous envoient vers un mur. Elles-mêmes n'ont pas de parcours élogieux. Et là, je vais taper là. Ouais, je vous dis, je tape fort là sur la table. Elles n'ont pas de parcours élogieux. Elles n'ont pas côtoyé certaines sphères élitistes, certains milieux professionnels. Voilà pourquoi elles me parlent comme ça. Pour avoir une certaine ascension, si vous savez que vous ne provenez pas d'une famille qui a beaucoup d'argent, ça a été difficile dans votre famille, vous devez maximiser les études, avoir un bon poste et dans ce milieu-là, maintenant, rencontrer un homme qui correspondra. Alors là, votre vie sera beaucoup plus aisée. Mais si vous ne faites pas votre part et que vous restez dans votre HLM à côtoyer des gens bizarres, passer de live en live, TikTok en TikTok, en disant oui, moi je vais la faute live, j'en fais la faute live. Depuis, vous avez dit que vous allez reprendre vos études, vous n'avez pas repris vos études. Depuis, vous avez dit que vous allez faire cette formation, vous n'avez pas fait cette formation. Toujours en train de parler dans les lives. On retrouve vos noms dans tous les lives, dans toutes les discussions, dans toutes les vidéos. On regarde votre vie, on vivote, on reste, on fait du surplace. C'est juste beaucoup parler. Continuez dans ça. Mais si vous êtes une femme, vous voulez avoir ce que vous voulez, vous devez faire votre part. Donc, vous vous dites, je donne un exemple là, parce qu'il y a des femmes qui rêvent de ça. Moi, je vais épouser un médecin. Vous faites quoi pour mettre toutes les chances de votre côté pour être dans le milieu des médecins? Les médecins aussi vont regarder les gens autour d'eux. Si vous n'avez pas une famille qui baigne dans ça, un univers qui baigne dans ça, des amis dans ça, ça va être compliqué de rencontrer votre médecin.
dont vous devrez vous faufiler. Et une manière de vous faufiler dans cet univers, c'est donc d'entreprendre des études dans la médecine. Ou ne fût-ce que au moins ne fût-ce qu'infirmière, voilà. Ça, c'est déjà au moins le minimum. 3 ans d'études. C'est déjà le minimum. Maintenant, c'est 4 ans, j'ai appris. Donc voilà. Donc c'est minimum au moins 3 à 4 ans d'études. Et donc là, vous pourrez baigner dans l'univers des médecins. Et puis là, vous verrez, peut-être vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur le médecin et puis ça se passe bien. Mais en fait, je trouve que beaucoup de femmes, notamment des femmes qui n'ont pas de parcours, de trajectoire structurée professionnellement et même sur le plan académique, c'est elles qui auront ce discours en vous disant que les études ne sont pas une ascension. Si, les études, c'est une forme d'ascension. Quand vous êtes étudiante et que vous finissez, après vous êtes médecin, que après vous êtes avocate, que après vous êtes architecte, que après, je sais pas, vous êtes contrôleur de gestion, je sais pas quoi, votre vie va changer. Vous allez côtoyer d'autres personnes, vous serez en fait au-dessus du panier. Donc il y a des gens que vous ne pourrez plus côtoyer et il y aura des problèmes que vous n'aurez plus. Voilà pourquoi je vous dis, allez à l'école, formez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Votre vie, c'est vous qui avez les clés. Arrêtez d'écouter ces fameuses gourous, des coachs qui vont vous dire des choses qui ne marchent même pas. C'est juste de la théorie. C'est juste de la théorie et j'insiste encore, comme je l'ai dit dans mon podcast précédent, travaillez. Travaillez. Vous avez vraiment, comme on dit, la chance vous sourit, vous aurez un homme de votre domaine, ou peut-être dans un domaine, peut-être pas vraiment identique, mais un autre domaine. Par exemple, vous êtes kiné, vous pourrez peut-être rencontrer un médecin, vous pourrez rencontrer un autre kiné, vous pourrez par exemple rencontrer un chirurgien. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc vous aurez une vie confortable. Et donc même, imaginons que vous voulez le Graal, en côtoyant cet univers-là, vous aurez des opportunités pour rencontrer des hommes qui sont comme vous. Mais quand on vous dit il faut pas aller à l'école, vous aurez pas d'ascension, vous allez rester là. Vous pensez que les hommes là, ils vont venir dans votre quartier de HLM ? Non, ça vous oublie. Enfin bref, moi, en tout cas, ce sont des gens avec qui je peux même pas discuter, écouter ce type de... Non, je peux pas. Là, je vous ai dit dans les grandes lignes, j'ai essayé d'être succincte, même si c'est long. Mais voilà, pour moi, c'est important de s'intéresser à la sociologie parce qu'il y a une loi sociologique qui est fondamentale à retenir de tout ce que je vous ai dit. Les couples reflètent la structure sociale. On ne se met pas avec quelqu'un n'importe comment. C'est comme vous, moi je l'entends, des femmes qui disent non, moi j'ai étudié, je suis médecin, je peux pas me mettre avec n'importe qui. Parce qu'elles veulent un homme qui correspond à leur structure sociale. Il y a des femmes, vous n'avez même pas mouillé le maillot. Vous n'êtes pas, en fait, vous êtes même pas pris la peine. Et c'est encore vous qui êtes exigeante pour demander un homme de 10 000. Non, mais vous vivez dans un monde à enfin bref. En tout cas, vous êtes plus mon combat. De toute façon, les femmes afrodescendantes, je vous ai dit, voilà, vous n'êtes plus le centre de mes contenus. Et ça, vous pouvez le voir dans mes miniatures. Donc voilà, moi, je m'adresse plus à vous. J'ai des femmes afrodescendantes qui suivent mes contenus, tant mieux. Ça veut dire qu'elles vibrent à la même énergie de ce que je dis. Sinon, le reste, là, les femmes qui parlent beaucoup, qui font rien de leur vie, qui toujours en mode soft life, elles sont fainéantes. En fait, non, vous n'êtes pas mon audience. Voilà, j'espère que ça a été clair. Pour celles qui sont dans la communauté privée, sachez que j'approfondirai ces enseignements plus tard, une fois que j'aurai un peu plus de temps, peut-être durant cet été, parce que j'avais promis que je ferais vraiment une série sur tout ce qui est sociologie du couple et tout. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de vous partager. En plus, comme je l'ai dit, toute cette année ici, j'ai eu un cours de sociologie aussi, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et en dehors de mes lectures que j'avais fait déjà j'avais acheté mes premiers livres de sociologie, je les avais achetés au moment du Covid. Je vous avais dit, moi, le Covid, ça a été une période, je terminais ma journée de travail, je faisais le télétravail, boum, je terminais, boum, je lisais. Je passais que ça. Je parlais de temps en temps vite fait comme ça avec mon mari, mais je lisais beaucoup. Je vous assure, je lisais énormément. Et donc, c'est là que j'ai découvert les Amadieu, les Bourdieu, tous ces trucs-là. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, je me rends compte dans beaucoup de choses, vu que ça fait partie de notre vie de tous les jours, il faut en parler. Donc voilà, je suis pas la grande sociologue, mais le fait de lire, d'apprendre et même d'avoir des cours en droit sur ça, ça a ouvert encore mon champ de réflexion, ma façon de voir les gens, Et c'est pour ça qu'il y a des contenus que je ne peux pas écouter. Je sens que la personne ne se ressource pas, elle ne lit pas, elle ne s'y connaît pas, elle parle juste pour parler. Donc non, vous voulez avoir une forme d'ascension, il y a des milieux qu'il faudra fréquenter, il y aura des milieux professionnels qu'il faudra fréquenter. En fait, il faudra naviguer dans certains milieux pour fréquenter des hommes d'un certain niveau. Autrement, on ne vous connaîtra pas et vous ne serez jamais, en fait, vu. Si votre famille n'est pas une famille aisée, vous n'êtes pas de la classe bourgeoise, des choses comme ça va être difficile, en fait, ça va être très compliqué. Sauf si vraiment vous avez un coup de chance, mais ça, les coups de chance, on en parle comme si ça arrivait tous les jours. Non, ça c'est vraiment l'exception, d'accord ? Voilà, donc j'espère vraiment avoir été claire. Et dans la communauté privée, de toute façon, il y aura des sujets beaucoup plus pertinents, bien poussés, avec des
des statistiques, des graphiques et tout. Donc, je vous partagerai tout ça. On essaiera de faire ça entre nous parce que voilà, c'est pas des contenus que j'ai envie de partager publiquement. Mais au moins, comme ça, j'ai été brève. J'ai fait 2 podcasts sur ces histoires-là de penser que votre vie ne ressemble à rien parce qu'il vous faut un homme très pourvoyeur, un homme riche qui va vous faire voyager toutes les semaines. Non, la vie, ce n'est pas comme ça. Il faut travailler, il faut aimer travailler. Beaucoup de femmes, j'ai l'impression que vous n'aimez pas travailler et vous pensez que l'argent va tomber comme ça et que vous allez entrer dans la vie d'un homme. L'homme là, il s'est cassé, ses parents ont consenti à des efforts, à des sacrifices pour qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui et vous voulez venir manger ça comme ça gratuitement et de votre côté, vous avez rien fait. Ben non, je suis désolée, non. Les choses vont... Non, de nos jours, les hommes ne vont plus se marier comme ça. Avant, ça se faisait déjà, mais avec les réseaux sociaux, les hommes sont plus intelligents. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Il y avait le gars là, Hakimi là. C'est Hakimi ou Ikami ? Ouais, c'est Hakimi, je pense. Hakimi, le footballeur là. Sa femme, elle s'est mariée avec lui, elle s'est dit « Ah, j'ai eu l'argent et tout ». Elle a voulu divorcer. Quand ils sont partis comme ça pour le divorce, elle s'est rendue compte que tout l'argent était au nom de la maman, de la belle-mère. Elle a pleuré, hein, voilà. Récemment, il est arrivé la même chose Vous voyez le gars là, noir là, qui faisait des TikTok. Il imitait quelqu'un et puis il faisait une grimace comme ça en montrant les mains. Vous voyez le noir là, j'ai oublié son nom. Si c'est Sabé, je connais plus son nom. Mais vous voyez hein, le noir là, l'Africain là, voilà. Il s'est aussi marié avec une mannequin là, les métis. Allez-vous les métis, je pense beaucoup de choses sur les métis, mais je vais me taire parce que c'est public. Mais une fameuse métisse là, mannequin, hein, les femmes qui ne visent pas au grand, elles ne rêvent pas de devenir chirurgienne. Elles ne rêvent pas de devenir chef d'entreprise. Non, elles n'ont pas de rêve. Donc, elles se disent, bon, je vais aller dans la vie d'un homme, alors que je suis sûre que si elle avait rencontré le gars là, le noir là, qui n'était pas millionnaire, elle n'aurait même pas accepté d'être. Parce que les métis, de toute façon, elles sont fières là. Je pense même pas qu'elle aurait accepté d'être avec un noir comme ça. Mais là, elle a accepté parce qu'il a beaucoup d'argent. Il est millionnaire. Et donc, elle s'est dit, bon, je vais me mettre avec lui, je vais divorcer. Quand elle part comme ça, vous savez ce qu'il a fait. Lui, il était même plus fort que Hakimi. Il a gardé 2% de son argent. Les 98%, c'était au nom de son père. Et elle, quand elle est partie demander divorce, elle voulait le 50-50 avec le fameux TikToker là que vous connaissez, hein, avec les gestes là, hein, qui parle pas mais fait toujours la tête là, avec une grimace, voilà. Quand elle part maintenant demander le divorce, elle voulait le 50-50. Maintenant, quand on vient comme ça devant les avocats, les choses ne se font pas comme ça. Il voit que lui, il avait même moins d'argent que elle. Donc, ce qui fait qu'elle a été perdante de ce divorce, c'est qu'elle a dû lui donner la moitié de ce qu'elle avait. En pensant que c'est elle qui allait gagner, mais lui, non, il avait mis les 98% de son argent au nom de son papa. Donc, ce qui fait qu'il est arrivé, il a dit, non, mais moi, je n'ai que ça comme montant. Donc, c'est elle maintenant qui a dû partager le peu qu'elle avait avec son mari. Voilà. Vous voyez, les hommes sont devenus très intelligents parce qu'ils savent que beaucoup de femmes, quand elles viennent dans le mariage, c'est pas en mode je prends, moi aussi je donne. Elles sont pas dans ça, c'est moi je prends seulement. Donc les hommes ils disent ah comme vous voulez m'exploiter, moi j'ai travaillé dur, mes parents se sont sacrifiés pour que je devienne qui je suis, ils m'ont envoyé à l'école, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, et toi tu viens c'est juste pour te marier avec moi, prendre mon argent et puis se barrer. Ah ben non, beaucoup maintenant vont être beaucoup plus stratèges. Voilà pourquoi certains hommes, j'écoute certains contenus des hommes, ils diront à leur petit frère ou à leur fils, mariez-vous, soyez avec des femmes qui ont déjà leur vie, qui ont leur argent, qui sont épanouies, parce qu'elle va te laisser tranquille, elle va prendre ton argent comme un plus, mais c'est pas toute sa vie, parce qu'elle a une vie en dehors de toi. Et moi, si j'avais un conseil à donner à mon fils, c'est le même conseil que je donnerais à mon fils. Prends une femme qui a déjà sa propre vie. Parce que déjà, ta propre maman, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu vas aller prendre une femme qui attend juste la soft life et qui veut pas travailler et qui attend seulement l'argent du mari? Elle va t'apporter quoi concrètement? Des fois, dans la tête, zéro des zéro. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se maquiller. Les femmes qui pensent qu'à se maquiller, à acheter le dernier iPhone, les dernières chaussures, et pour montrer encore sur les réseaux sociaux. Non, on n'a pas besoin de ça. Le couple, c'est une construction, c'est un projet. Je l'ai dit, le mariage, c'est un contrat. On vient là avec une stratégie. Je gagne, l'autre aussi doit gagner. Mais si on vient juste pour prendre, et l'autre n'y gagne rien, ben non. Ça se passe pas comme ça. Donc voilà. Et en cas de rupture, vous devez sortir là en vous disant, voilà, j'ai fait ce que je pouvais, mais voilà, ça n'a pas marché, mais au moins je suis autonome, mais je vais pas rester là parce que je n'ai rien et je veux tellement la soft life, je veux tellement profiter de l'argent de cet homme que je suis prête à accepter des bêtises, à accepter des tromperies, à accepter qu'on me tabasse tous les jours. Voilà, c'est à vous de voir. Bon, je vous laisse. Sur ce, à très bientôt.